Bonsoir tout le monde. En ce beau lundi 23 septembre d'automne, c'est l'automne finalement. Donc c'est le temps de reparler de littérature. Je me présente, Bernard Gilbert, c'est moi qui est l'animateur de la série des Amériques littéraires qui entreprend ce soir sa deuxième saison. Avec un gros plus, puisqu'on est aussi présent sur le web. On espère bien avoir toutes sortes de personnes qui nous écoutent. Vous pourrez suivre d'ailleurs sur les écrans ce que moi je ne pourrai voir. On verra ce qu'il en est. Je souhaite la bienvenue donc à cette série qui est une production du Musée de la Civilisation et du Centre de la francophonie des Amériques. Il y a eu 4 rencontres cette année. L'année dernière, il y en aura 4 encore cette année, qui sont évidemment cette année en direct sur le web, mais qui sont aussi disponibles donc à partir de bientôt, dans quelques jours, sinon quelques semaines. Donc vous pourrez aussi télécharger à partir du site Internet du Musée de la Civilisation sur l'onglet des Amériques littéraires. Donc la série est une présentation des Musées de la Civilisation, du Centre de la francophonie des Amériques et en collaboration avec notre hôte officiel qui est l'hôtel Château-Laurier. Ce soir, pour lancer la saison, je vous présente nos invités dans 2 minutes. L'écrivain et la révolution numérique. C'est un grand thème, c'est un grand sujet. La révolution numérique nous touche tous. Hein? On est dedans depuis déjà, ma foi, plus d'une trentaine d'années, je dirais. Donc, depuis maintenant 30 ans et plus, la révolution numérique a un fort impact sur la littérature. Non seulement l'acte d'écrire a radicalement changé, mais les supports de diffusion sont en mutation. Publications en ligne, livres numériques, blogs et réseaux sociaux bouleversent la littérature. Celle-ci sort-elle gagnante de cette révolution? C'est une question à laquelle il y a probablement autant de réponses qu'il y a d'écrivains, qu'il y a de penseurs, de critiques. Mais on va essayer ce soir de trouver la nôtre en compagnie de Jean-Yves Fréchette, qui est un des fondateurs et animateurs de l'Institut de Twitterature comparée. Comparée à quoi? On va en parler. Avec Catherine Voyer-Léger. Catherine qui est extrêmement présente sur Internet par son blog et aussi sur Twitter. Et Dominique Bellavance, auteur, un nez natif, ou presque de l'informatique, pourrait-on dire, dont l'univers numérique influence ou imprègne certains de ses romans. Donc, Catherine, je vais présenter un peu plus en détail nos invités avant de nous attaquer au sujet. Sur le blog de Catherine Voyer-Léger, on peut lire ceci. Elle est diplômée en sciences politiques, directrice du regroupement des éditeurs canadiens-français, passionnée d'art et de littérature. Et c'est là que ça devient plus pertinent peut-être pour nous ce soir. Blogueuse, tweeteuse hyper active. Elle en est à presque 50 000 tweets. Préoccupée par l'élévation du débat, la force du langage et la mise à mal des lieux communs. Et c'est vraiment ce dernier segment de phrase qui sera, j'espère, plus au centre de notre conversation. On la voit fréquemment sur plusieurs tribunes. Elle a publié en février 2013 un premier livre qui regroupe des chroniques d'abord parues sur son blog, Détails et Dédales. Le livre a le même titre, il est paru chez Septentrion dans la collection Hamac Carnet. Jean-Yves Fréchette, c'est lui qui le dit, a découvert le surréalisme à l'âge de 16 ans. Il croit toujours que Breton et Tzara sont de grands poètes. Je suis bien d'accord avec lui là-dessus. En parallèle à une carrière de professeur, il réalise nombre de projets, je dirais, aussi atypiques les uns que les autres. On va en évoquer quelques-uns tout à l'heure. Performances, actions, manœuvres, qui souvent impliquent la littérature, le mot, la langue. En 2010, il participe à la fondation de l'Institut de Twitterature comparée avec un collègue français. Pour lui, Twitter est non seulement un médium où s'exprime la rumeur planétaire, mais surtout un authentique lieu de création et de production littéraire. Il publie très régulièrement sous 2 noms, J. Fréchette et Pierre-Paul Plot. Dominique Bellavance, lui, a 8 romans à son actif, dont la série Allegracia, 4 tomes parus de 2005 à 2009, qui s'est écoulé à plus de 4500 exemplaires et a mérité quelques prix à son auteur.
Dans son roman intitulé « Toi et moi, It's Complicated », paru chez Coup de tête, Dominique s'est aventuré dans le monde réel en dépeignant la réalité des communications à l'ère de Facebook. Il a également publié en 2011, toujours chez Coup de tête, « Roman réalité », les aventures de 4 étudiants en quête de gloire littéraire, roman qui emprunte aussi pour sa forme, en partie du moins, à l'univers numérique. Depuis 2012, il est rédacteur et scénariste pigiste pour des agences de Québec. Il est diplômé en technique d'intégration multimédia au Cégep de Sainte-Foy, a étudié en création littéraire, en littérature québécoise et en rédaction professionnelle à l'Université Laval. J'ajouterai qu'il est très facile de trouver tous les 3 sur Internet en googlant tout simplement leur nom. Et Dominique a publié aussi en 2013 donc, Les Limbes des Immortels aux éditions Porte-Bonheur. Voilà, donc j'ai assez parlé. Ce sera à vous. D'abord, peut-être un premier tour de table. De la manière dont on va procéder, je veux convivial et simple, un peu comme on faisait l'an dernier. Je vais m'adresser à chacun de nos invités à tour de rôle pour essayer de parler un peu plus précisément de ce que chacun fait. Mais ceci n'a aucunement pour objectif d'empêcher les autres d'intervenir. Alors, il ne faut surtout pas se gêner pour intervenir de manière, j'en suis convaincu, diplomatique. Mais donc, si on en vient au point, bien, ça sera, mon Dieu, on sera sur Internet, probablement, le nombre de visionnements explosera. Donc, l'ère numérique touche évidemment à tous les aspects de nos vies, et sûrement pas seulement à la littérature. Est-ce que, pour vous, personnellement, dans votre pratique, au fil des années, vous trouvez que la littérature et la pratique littéraire s'en tirent généralement bien? Donc, est-ce qu'Internet, les réseaux sociaux, les blogs, tous ces outils qu'on a, favorisent l'évolution de la littérature ou, au contraire, la brime, la perde, l'embrume? Qui veut se lancer là-dessus? Catherine? Oui, je peux commencer. Bonjour, merci d'être là, merci de m'avoir invité. Je suis très contente d'être avec vous. Je trouve que c'est une question assez difficile dans le sens où, en tout cas, si on la prend sous l'angle de l'évolution de la littérature, c'est toujours difficile quand on est les 2 pieds dans l'émergence de quelque chose, de se dire est-ce que vraiment on assiste à une évolution de la littérature, jusqu'à quel point les réseaux sociaux participent à cette évolution de la littérature. Ce qui est certain, c'est que je ne pense pas que c'est diabolique, comme on peut assez souvent l'entendre dans l'espace public. Premièrement, je ne pense pas que c'est en train de tuer la qualité du français. Jean-Yves pourra en parler plus, mais pour faire une utilisation intelligente de Twitter, il faut savoir écrire, parce que c'est un média de l'ellipse, c'est un média de la précision. Donc, quelqu'un qui a du mal à faire ce genre de choses-là va avoir beaucoup de mal à se faire comprendre et à comprendre ce dont il est question. Puis l'autre chose que je dirais, c'est que ce que moi je vois, c'est que c'est aussi un outil de diffusion. Donc je pense que ça permet, moi c'est comme ça que je l'ai d'abord utilisé, ça permet de découvrir des talents. Évidemment, il faut défricher. Tout n'est pas bon. Mais moi, j'ai pas vécu la grande époque des micros ouverts dans les bars jusqu'à très tard le soir, mais je suppose que tout n'était pas bon non plus. En effet. Et qu'il n'y avait pas que des grands talents poétiques. Donc, on en parlait un peu plus tôt avec Dominique à la radio, mais je pense que les choses n'ont pas tant changé, c'est les techniques qui changent. Puis pour moi, c'est vraiment un endroit de défrichage. Puis dans ce sens-là, je pense que c'est plutôt positif. Dominique Bellavance, bon, vous utilisez l'univers numérique dans vos fictions, dans vos romans. Dans quelle mesure cet univers-là est un plus, ou dans quelle mesure la littérature a profité de cet univers-là? Moi, j'utilise dans mes romans parce que j'aime ça explorer justement le phénomène social d'aujourd'hui, en ayant passé de la fantasy qui est vraiment une aventure merveilleuse dans un univers qui ressemble au médiéval. Là, je voulais vraiment rentrer dans le contemporain et je me suis attaqué à ça. Et c'est ça, justement, comme j'en parlais à Catherine à la radio tantôt, c'est quand j'ai eu l'idée de Toi et moi, It's Complicated, Facebook, c'était quand même assez nouveau encore. C'était dans 2008-2009. Dans le salon du livre, je demandais aux gens, êtes-vous sur Facebook? Aujourd'hui, jamais je demanderais ça parce que c'est pas mal sûr qu'ils vont y être. Et en 2008-2009, il n'y avait pas beaucoup de littérature, si on veut, ou de connaissances, de protocoles à utiliser sur Facebook. Les gens, ils s'appropriaient ça, ils s'inscrivaient, ils faisaient à peu près n'importe quoi avec. Donc, dans mes yeux, c'était comme une bombe entre les mains des gens. Là, ils pouvaient
dire n'importe quelle niaiserie finalement, puis ça, il allait avoir des répercussions réelles parce que c'est de la vraie communication avec des vraies personnes. Puis je pensais que c'était possible d'écrire un roman pratiquement juste dans cette bulle-là de Facebook. Ça, c'était pour toi et moi, c'est Complicated. J'ai même utilisé la forme de Facebook en tant que telle. Quand il y en a un qui commente, c'est mis en forme dans le roman comme un commentaire de Facebook, le chat, etc. Et ça a été possible de presque tout mettre l'histoire là-dedans. Moi, je me rappelle très bien quand j'ai commencé à écrire avec un ordinateur, c'était en 1985 ou 1986. J'ai eu l'impression que ça a révolutionné complètement mon rapport à l'écriture, parce que tout à coup, il n'y avait plus de rature. C'était quand même assez extraordinaire. On arrêtait de tout barbouiller et d'effacer. Jean-Yves Fréchette, bon, on était tous les deux déjà dans le métier à ce moment-là. Vous en êtes arrivé aujourd'hui à Twitter, mais dès les débuts des années 80, vous étiez intéressé par l'informatique, le numérique et comment cela avait un impact sur l'écriture. Comment ça s'est manifesté chez vous? Moi, ça a été d'abord un rapport à des techniques de génération de texte. J'ai travaillé au départ avec des informaticiens qui m'ont permis de créer des logiciels qui pouvaient en quelque sorte automatiser le processus de création. Et ça a été, je m'inspirais de ça, évidemment, quand on parle de Zara et de Breton, certaines techniques de production de texte qui utilisaient le hasard, comme Zara disait, il est même permis, ou Breton, je ne sais plus, il est même permis d'appeler poème ce qu'on obtient par l'assemblage aussi gratuit que possible de titres ou de fragments de titres de journaux puisés dans un chapeau. Alors, quand on fait ce geste très matériel d'aller puiser des textes, des fragments de texte et de les aligner, l'informatique permet de faire ce type de choses-là. Donc, toutes les techniques d'assemblage, de découpage, de fusion, que la rhétorique, d'ailleurs, reconnaît avec ses 4 grandes opérations comme, je ne sais pas moi, couper, copier, coller dans le texte, ça voulait dire qu'on peut ajouter, on peut retrancher, on peut déplacer et on peut faire des substitutions. Alors, toutes ces opérations dont se servent les écrivains, l'informatique pouvait, dans certains cas, être un outil excellent qui permettait d'objectiver ce processus-là et de le mettre à distance et de mieux comprendre un petit peu quelles étaient les techniques de production de texte. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai travaillé avec des gens, surtout, quand je dis des gens, c'était mes étudiants, à qui, je démontrais, en quelque sorte, des processus d'une rhétorique très complexe, si on la laissait dans les discours des rhéteurs anciens, mais qui devenait beaucoup plus malléable d'une certaine façon et dont l'illustration leur apparaissait plus nette lorsqu'on se servait de procédés informatiques. Donc, par exemple, j'ai mon soleil sans complexe. C'est un peu de ça dont il est question. Vous avez ça, ou encore? J'ai encore ça, oui, j'ai encore ça. Donc, c'est en 1983, à l'occasion du 10e anniversaire de CKRL, la radio communautaire ici à Québec. Jean-Yves, qui dirigeait à l'époque, ça doit exister encore, la centrale textuelle de Saint-Ubalde? Non, ça n'existe plus. Non. Donc, avait produit cette sculpture solaire et performance réseau d'écriture informatisée. On est en 1983, donc ça fait quand même un bon petit moment. Et donc, quoi, des rayons solaires? Oui, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était de fusionner en 2 grandes préoccupations majeures. Une qui commençait à naître et qui vont bien sûr nous habiter encore maintenant, c'est-à-dire la préoccupation numérique, le travail avec les ordinateurs, mais aussi se poser des questions par rapport à l'écologie, aux sources d'énergie. Alors, ce que j'avais imaginé, c'était un immense périscope qui permettait de détourner un rayon de soleil depuis l'extérieur, de l'amener dans le complexe G, de le détourner dans la cage vide d'ascenseur, de faire monter le rayon jusqu'au 31e étage. Et là, il y avait 2 derniers miroirs qui déviaient le rayon de soleil sur une cellule photoélectrique. Et là, bien entendu, ça déclenchait la mise en marche d'une imprimante d'ordinateur où venait s'imprimer ce texte qui était inspiré par les suggestions lexicales de 300 informateurs qui avaient été recrutés dans chacun des 30 étages. Dans l'édifice G, exactement. Donc, c'était un peu une illustration de ce que vous veniez d'expliquer un peu avant. Comment utiliser la langue, des processus informatiques
avec des créateurs de logiciels pour amener le langage ailleurs et en réutilisant certaines théories langagières, bien comme le monde. Donc, celle de piger, piger des titres ou des articles de journaux comme peut-être le faisaient les surréalistes. Il y a toujours eu ça. Hein? C'est Kristeva qui disait la poésie est à sa base mathématique. Il y a cette rigueur, il y a ce calcul, il y a ces éléments de combinatoire, de sursaut, de surprise que l'informatique permet de faire par juxtaposition de deux mots, etc. Alors, toute la mécanique de la métaphore, en quelque sorte, peut très bien être illustrée par des algorithmes qui vont nous aider soit à comprendre si on est en situation de pédagogie ou d'enseignement, ou encore en situation de création. Ça peut véritablement nous lancer sur des pistes. Et ça, j'ai eu le plaisir de travailler donc avec les informaticiens à ce moment-là. J'ai trouvé beaucoup de plaisir à faire ce travail-là. Il faisait soleil ce jour-là, une chance, parce que s'il y avait eu des nuages plein de ciel, il y aurait peut-être un petit peu de difficulté à déclencher l'imprimante. Avez-vous fait ce genre d'expérience, Dominique, vous, donc avec l'informatique, l'écriture automatique, des choses du genre là, qui mettraient en jeu à la fois le numérique, l'ordinateur et l'utilisation des mots dans une approche un peu ludique ou folle ou atypique, comme j'ai dit tout à l'heure, comme le fait Jean-Yves? En 83, ça? Non, depuis. Moi, je suis peut-être plus traditionnel dans ma façon d'écrire parce que je fais encore du roman. Même si je m'intéresse au sujet du numérique, je vais être très traditionnel dans ma façon de faire. C'est-à-dire, je vais ouvrir un document Word, je vais écrire, je vais réviser, je vais mettre mon point final, l'envoyer à un éditeur. J'ai pas fait ce genre de performance-là, si on veut, sauf peut-être à une exception, quelque part peut-être en 2002. En tout cas, je travaillais sur un site web qui s'appelait Horreur QC. Puis on voulait publier des nouvelles d'horreur en ligne au format numérique. Puis j'avais programmé à la mitaine une liseuse, si on veut, sur le site web. J'avais mis un petit bidon pour agrandir la police de caractère et pour réduire la police de caractère. Dans ce temps-là, c'est pas quelque chose qu'on voyait vraiment. Non, c'était tout jeune. Wow, je réinventais le monde là, dans ma tête. Et puis ça, on avait publié peut-être 8-9 nouvelles. Puis moi, je créais des titres visuels avec Photoshop, là, pas juste pour mettre un titre en Times New Roman. Là, je mettais des petites icônes, mais c'est pas aussi flyé que notre ami Jean-Yves. Jean-Yves est un peu spécial, il faut le dire. Vous, Catherine, donc, par rapport, on vous connaît plus comme essayiste, mais vous avez sûrement... Au tout début, moi, ça fait quand même plus que... je dis toujours que ça fait 10 ans que je blogue, mais ça doit bien faire 2-3 ans que je dis que ça fait 10 ans. Donc, ça doit faire plus que 10 ans. Et au tout début, j'avais essayé de faire, dans ma première génération de blog, une expérience de ce qu'on appelle l'hypertextualité. C'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment de me mettre avec d'autres blogueurs et de choisir nos meilleurs textes et de les mettre sur un blog collectif où, en fonction d'un certain nombre de mots-clés, pendant qu'on lisait, par exemple, un poème de quelqu'un, on pouvait cliquer sur le mot « soleil » ou sur le mot « brume » ou sur le mot « amour » et ça nous amenait complètement à un autre texte. L'idée étant de développer une lecture qui soit non linéaire, en fait. Donc, ça crée... Mais ça avait plus ou moins marché dans le sens où les gens trouvaient mon projet trop flyé puis ça intéressait personne. Donc, je l'avais fait uniquement avec mes textes, mais j'avais pas assez de matériel pour que ça donne exactement l'ampleur que j'aurais voulu y donner. Mais moi, sinon, je suis un peu comme Dominique, je suis assez linéaire dans ma façon de fonctionner. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que ça nous rappelle aussi que l'impact de la technologie sur la littérature et sur les possibilités de la littérature, ça date pas d'il y a 5 ans. Puis quand on discute, entre autres, des très méchants réseaux sociaux qui sont en train de faire beaucoup de mal à nos rapports humains, selon un certain discours, on a toujours l'impression que c'est la première fois qu'il arrive quelque chose de technologique qui ébranle un peu certaines de nos bases. Puis on oublie que l'objet livre est à commencer par ça, est un développement technique qui n'a pas été possible pendant une longue partie de l'humanité, oui, qui a existé de la littérature avant cet objet livre, que le roman est aussi un produit historique, finalement. Donc, et ça me fait réaliser ça, puis je trouve qu'on ne le répète pas assez souvent. On a toujours l'impression que l'aspect technologique est arrivé dans nos vies il y a 10 ans. Non, parce que si on veut même retourner très loin en arrière, parce que je sais, en préparant l'entrevue, ça m'a amené à faire cette espèce de retour arrière. Quand on pense aux grands rhétoriqueurs des 15e et 16e siècles,
la langue française était à peine établie. On arrivait au moyen français. Et eux se sont mis à jouer avec la langue, comme aujourd'hui on jouerait avec l'informatique ou avec des collages, ou tout ça, avec une série de contraintes qui étaient absolument ahurissantes. Et ça, c'était 500 ans avant Oulipo. Bon, Oulipo qui est un autre exemple de ce qui s'est fait au 20e siècle avec Pérec et d'autres. Et Pérec, non seulement a joué à écrire, je sais pas, les revenantes où la seule voyelle est un E, mais il a aussi fait des mots croisés absolument abscons et que peut-être, je ne sais pas si des gens ont déjà réussi à réaliser. Mais cet aspect ludique-là est présent partout. Hein. C'est pas parce que... Je pense que c'est pas parce qu'on a des ordinateurs qu'on n'aime pas s'amuser avec les mots. Et quand on prend l'autobus, par exemple, et qu'on attend, on va dans la petite tabagie, là où on nous offre toutes les revues qui sont là. Et puis finalement, de façon très verticale, il y a un présentoir, un tourniquet, où on peut choisir entre un recueil de mots croisés, un recueil de mots fléchés, un recueil de mots mystères. C'est donc dire que le mot est très fascinant pour monsieur et madame tout le monde au départ, et de vouloir s'approprier cette énergie du jeu et ce plaisir, c'est, je pense, une des données les plus stables de l'être lisant. Quand on dit que la littérature intéresse peu personne, intéresse moins de monde, etc., je pense qu'il faut faire attention. C'est peut-être une certaine forme de littérature. Ce que les gens aiment, c'est bien sûr s'inscrire comme un sujet agissant à l'intérieur de l'enveloppe littéraire ou de l'enveloppe lexicale pour pouvoir modeler cet univers-là et y prendre un certain plaisir. Bien entendu, il y a des stratégies, vous allez me dire, qui sont plus simplistes que d'autres, mais c'est là. Et moi, je pense que ça, c'est extrêmement intéressant et c'est une donnée stable. Les gens aiment faire des mots, les enfants aiment faire des comptines, on aime faire des ritournelles, le folklore nous amène dans une espèce de circularité d'enveloppe sonore comme le rap, etc. Donc, cette dimension du plaisir dans la langue, elle préexistait avant l'arrivée des médias sociaux. Ce que les médias sociaux permettent de faire, c'est de partager ces intérêts-là de façon instantanée. Et ça, je pense que là, il y a eu véritablement, en tout cas dans ma tête, moi je le vois comme un changement de paradigme, c'est-à-dire ce plaisir instantané de savoir qu'en publiant, il y a déjà un lectorat qui est là et qui est prêt à partager de façon instantanée ce qu'on veut bien partager. Dans votre cas, Jean-Yves Fréchette, donc, un jour advint Twitter. Vous avez découvert très vite ce nouveau réseau, ce nouveau logiciel, cette façon de traiter la langue, et vous avez décidé ensuite de devenir un twittérateur. Oui, c'est arrivé un peu par hasard. Je m'occupais de faire un site web pour le Moulin à Parole. Justement, j'étais responsable de la mise en ligne des contenus, etc. Et puis, on voulait moderniser notre approche. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais il n'y a pas juste le site web, c'est une façon très statique de mettre en ligne des contenus, très passif d'une certaine façon. Il y a aussi les médias sociaux, il y a Twitter, il y a Facebook, puis je ne connaissais pas. Alors, j'ai dit, c'est quoi Twitter? Twitter, c'est un plus petit des médias sociaux. On ne peut publier que de courts messages qui auront 140 caractères maximum. Alors, je regarde ça, je trouvais ça intéressant, la notion de contrainte. Et la personne qui m'initie à ça me dit, et ça semblait une espèce de révélation, elle dit, moi, j'écris un roman sur Twitter. J'ai dit, quoi? Elle dit, oui, j'écris un roman. À chaque jour, je publie un petit bout de roman, 140 caractères, pile poil, et il y a une histoire, il y a des personnages, il y a tout ce qu'il faut, ce qu'on retrouve dans un récit traditionnel. Et ça me faisait penser à ces anciennes pratiques qui existaient dans les journaux où, quotidiennement, on voyait apparaître un paragraphe, par exemple, dans ce qu'on appelait les feuilletons. Les romans feuilletons. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était que cet espace,
contrainte-là de 140 caractères faisait ressurgir en moi les plus vieilles contraintes. Vous avez parlé d'Oulipo qui a réinventé certaines contraintes, mais une des plus vieilles contraintes en poésie, c'est très certainement le 14 vers du sonnet inventé par les poètes de la Pléiade. Et donc, de 140, si on prend 140, on divise par 10, on arrive à 14. 14, c'est le nombre de syllabes dans un alexandrin espagnol classique. 14, c'est plein de choses. C'est le 14 juillet, c'est le 14 février, c'est de midi à 14 heures, c'est 15 jours, 3 semaines. Non, 14 jours, 3 semaines. Bon, bref, vous voyez, alors il y a plein d'échos donc qui sont déjà codés dans notre façon d'utiliser les nombres. Et je trouvais, pour moi en tout cas, c'était un terrain qui m'apparaissait sympathique et ça allait devenir extrêmement fécond de m'inscrire dans cette contrainte-là. Donc, vous avez commencé à écrire, évidemment, des gazouillis. Ouais. Et vous êtes allé jusqu'à créer cet institut de littérature comparée. Oui. Pourquoi? Pour quelle fonction, quel objectif? Il faut d'abord dire qu'avant de commencer à écrire dans les médias sociaux, on rencontre des gens. Hein, et c'est ça qui est intéressant, c'est de créer les communautés ou de s'y intégrer. Alors, j'étais pas le premier. La littérature existait avant moi. Il y avait d'ailleurs des Québécois qui étaient là, machine à écrire. Bon, il y en avait d'autres qui pratiquaient ouvertement la littérature, mais il y avait aussi beaucoup de Français qui faisaient de la littérature, dont un compte, un pseudonyme qui s'appelle @140. Alors, un monsieur, j'ai découvert que c'était Jean-Michel Leblanc, journaliste à Bordeaux, et qui faisait des petits récits, toujours en 140 caractères pile poil. Et dans 140 caractères, il présentait un ou deux personnages avec une situation initiale, avec un événement perturbateur et avec une chute, une fin. Alors, je trouvais ça remarquable qu'on puisse dire autant dans si peu. Mais c'est pas nouveau, ça. On renoue avec d'anciennes pratiques, hein, que la pratique orientale du haïku, par exemple, ou encore nos propres proverbes, ou nos apophthegmes, nos aphorismes. Bon, tout ça, ce sont des formes brèves qui existent. Mais là, il y avait la possibilité d'écrire et d'être lu très, très rapidement. Alors ça, moi, en tout cas, je trouvais que c'était véritablement la chose la plus intéressante qui soit, c'est-à-dire de partager cette énergie créatrice de la production littéraire brève avec des gens qui s'abonnaient à nous et qui attendaient qu'on produise d'une façon très, très généreuse, nous acceptaient dans leur fil de lecture. Vous, Dominique, sur Twitter, vous me disiez, bon, vous avez un compte, mais vous l'utilisez, donc vous êtes moins twitterateur que Jean-Yves, dirons-nous. Je suis plus lecteur de Twitter. Il y a une époque que je tweetais quand même beaucoup, mais pas autant que Catherine. J'avais peut-être tweeté 1000, 2000 fois. Je participais beaucoup aux échanges. Jusqu'au jour où je me rends compte, là, je lisais des livres qui disaient que l'Internet nous détruisait le cerveau parce que... oui. Des choses comme ça. Oui, je sais de quoi tu parles. Le titre, c'est The Shadow, pour ceux-là qui sont curieux. Et là, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça y est, je me désinscris de Facebook et Twitter à jamais. Je ne vais plus jamais ça. Ah, c'est l'enfer. Non, je faisais des expériences. Je voulais voir si vraiment ça changerait ma vie. Et j'ai supprimé mon compte Facebook, j'ai supprimé mon compte Twitter aussi. Sauf que après 30 jours, le compte Twitter, il disparaît dans le néant, alors que Facebook, on ne peut pas. Il disparaît dans le néant, on ne le sait pas. Oui, on le sait pas. Mais quelque part dans un serveur aux États-Unis ou ailleurs. Peut-être, la ville fantôme de Twitter. Mais il reste que quelqu'un a pris mon ancien pseudo et j'ai ressuscité et j'ai rajouté un D à l'arrière du mien. Et depuis ce temps-là, c'est ça, je lis plus parce que je me suis rendu compte que, avant, j'utilisais beaucoup Twitter pour la promotion, mais la promotion un peu brutale. Là. Ah, lisez donc mon roman, blablabla. Au début, c'était quand même nouveau. Les gens s'intéressaient à cette forme de communication-là, mais ça a bien vite été envahi par tout le monde. Et tout le monde avait le même discours. J'ai comme eu une écœurite aiguë de tout ça. Et c'est ça. Maintenant, je suis lecteur. Je vais plus annoncer comme là, j'ai annoncé l'événement auquel je participais ce soir. Mais je ne vais pas faire la promotion en tant que telle juste pour dire que hey, j'ai sorti un livre, tout ça. Je vais plus communiquer avec mes lecteurs. Je pense que c'est ça, finalement, que je fais maintenant. Vous, Catherine?
Twitter, bien évidemment, bon, on va y revenir tout à l'heure, mais vous voyez aussi l'intérêt littéraire d'utiliser Twitter ou vous l'utilisez plutôt? Moi, je l'utilise un peu, par moment. Mais c'est pas, pour moi, c'est d'abord un outil de communication, bien que je vois plusieurs personnes, et c'est beaucoup un outil de partage de la littérature des autres. Donc, moi, je partage vraiment beaucoup de citations des livres que je lis sur Twitter. C'est vraiment pour moi un outil de ce qu'on appelle les passeurs culturels dans mon réseau, là. Donc, je le vois beaucoup comme une façon de dire, voilà, je suis en train de lire tel recueil de poésie. Souvent, c'est la première chose que je fais le matin. Ma première action sur les réseaux sociaux, c'est de mettre une citation. Puis, je trouve ça intéressant ce que tu dis, tu sais, sur le fait de tomber dans le néant, parce que justement, je vois mes amis de Nuit Blanche qui sont là, puis on en parlait quand je les ai vus aujourd'hui, parce que dans leur prochain numéro, j'ai écrit un article qui porte, entre autres là-dessus, qui porte sur la correspondance de Gabriel Roy, mais où je pose des questions sur qu'est-ce que sera l'équivalent de la correspondance pour les auteurs de ma génération? Parce qu'on ne s'est jamais autant écrit. Moi, j'ai des relations quotidiennes avec d'autres auteurs de ma génération en ligne, constamment, sur Facebook, sur Twitter, par courriel. Oui, vous utilisez encore les courriels aussi? Ça nous arrive, mais pas assez souvent, parce qu'à la limite, les courriels, si une auteure amie m'envoie un courriel particulièrement bien tourné, je vais avoir le réflexe de l'archiver. Donc, quand même, je l'archive. Mais dans cet article-là, je donne l'exemple de Fanny Britt, qui est une auteure que j'aime bien, que j'ai connue cette année, et qui m'a écrit un courriel sur Facebook, à un moment, un message privé, mais sur Facebook, absolument fulgurant. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais il faut que je le copie-colle pour le mettre quelque part, parce que sinon, il va être bouffé par Facebook et il n'y aura plus jamais de traces du début de cette amitié professionnelle-là entre elle et moi, qui mène à des projets qui... C'est comme la genèse, en fait, de projets littéraires qui représenteront je ne sais pas quoi quand on va se poser la question dans 30 ans. Ça, c'est pas à moi d'en juger, mais... Le fait qu'on ait... Puis je disais à Alain, j'écrase constamment mes anciennes versions de manuscrits. Il m'a fait jurer que j'arrêterais de faire ça, là. Mais c'est très mauvais parce qu'en fait, je garde aucune trace de mon travail, très peu, parce que tout ça est très éphémère. Et c'est vraiment l'air du temps qui est dans l'éphémère. Ça a quelque chose de séduisant, mais moi, ça m'inquiète un peu pour ceux qui s'intéresseront à notre époque. Oui, moi, je reviens à Jean-Yves. Jean-Yves, vous aviez tout à l'heure le recueil complet de tous vos tweets. Donc, vous êtes un archiviste véritable de votre travail. Oui, mais de toute façon, on est capable de retrouver sur Twitter, on est capable de retrouver le fil des... mais effectivement, moi, c'était intéressant, cette préoccupation-là. À un moment donné, ça n'a pas duré longtemps, mais ça a peut-être duré, mettons, 500 tweets, là. Je notais à chaque fois que j'étais en train de préparer, je pense, en quelque part, c'est un ami qui m'avait dit ça, mais il dit, t'es complètement maniaque, tu es en train de faire ta propre version critique. Alors, je notais chacune des versions du tweet. Et donc, je faisais une version et là, aussitôt, j'archivais dans Word à côté. Il m'est arrivé de publier un petit texte de 140 caractères qui était précédé d'une dizaine de versions qui étaient là. Et ce que ça révélait pour moi, ce qui était important là-dedans, c'était simplement de pouvoir dire il y a quelque chose d'important dans cette façon minutieuse. Même si c'est bref, ça mobilise autant d'énergie que si c'est long. Et de pouvoir objectiver tout ce processus-là et d'en garder une trace, j'ai appris beaucoup, peut-être davantage sur ma façon de faire que, bien entendu, mon être profond. C'était pas ça qui était là. C'était véritablement de voir comment la rhétorique pouvait se déployer à travers des petites séquences successives. Et parce que c'était bref, je pouvais donc faire ça. Maintenant, j'ai changé. Je travaille plus de la même façon. Et effectivement, je regrette des brouillons, des courriels, etc. C'est clair qu'on perd ce qui nous apparaît être aujourd'hui des trésors. Mais de toute façon, soyons modestes. Oui, moi, la modestie, tu sais, c'est pas Jean-Yves, vous vouliez peut-être on parle de vos gazouillis, mais vous vouliez nous en lire peut-être quelques-uns? Est-ce que vous êtes toujours disposé à le faire? Ah oui, je peux en lire, mais je peux raconter l'histoire de ce livre-là aussi. Oui, parce que ça, j'aimerais bien qu'on en parle aussi, parce que, bon, tweets et blogs sont en ligne, mais le livre existe encore, hein? Oui. Et c'est important que le livre existe, me semble-t-il, pour un des éléments importants qui est occulté à travers les médias sociaux, même si on est blogueur. Tu sais, il y a des blogs littéraires qui sont vraiment très intéressants.
Et je ne pense pas ce qui manque au blog, finalement, c'est la distance critique que nous apportent les éditeurs. Tout le comité de lecture, bon, etc., ce comité de révision aussi. Alors, un jour, je suis allé voir Gilles Pellerin, puis je lui ai remis 1300 tweets. Gilles Pellerin, le directeur de l'Instant Même, oui. maison d'édition bien connue de Québec. Alors, j'ai dit, et je ne savais pas, alors moi, j'avais la prétention de faire de la littérature, mais tant qu'un éditeur ne s'est pas intéressé à nous, on ne le sait pas. Hein, on ne sait même pas si on est un auteur, on est un scribouilleur, j'étais un tweeteux, finalement. Et Gilles Pellerin regarde et il s'aperçoit qu'il y avait évidemment quelque chose. C'était différent, mais il y avait quelque chose. Alors, il dit, laisse-moi ça et je vais y réfléchir. Et il est revenu quelques mois plus tard avec, ma foi, un manuscrit tout prêt. Mais il avait éliminé 300 tweets qui étaient des déchets, finalement. Et il avait procédé à, j'allais dire, au rassemblement des tweets qui pouvaient faire émerger une thématique commune. Et chose assez bizarre, c'est qu'il est arrivé à 14 chapitres. Et alors, je me disais, il ne savait pas que 14 était un chiffre aussi important. Et ce que ça fait, c'est que Tweet Rebelle, c'est le titre du livre, a existé parce qu'il y a eu un éditeur qui s'est penché là-dessus et parce qu'il a fait le livre, finalement. Moi, je faisais des tweets, mais je n'avais pas fait de livre. Et c'est vraiment l'éditeur qui a fait le livre. Alors ça, souvent, on a tendance à croire que parce qu'on devient une structure autoportante en tant qu'écrivain, puis on a des éléments qu'on peut tout faire. Moi, je suis plutôt modeste par rapport à ça. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y a débusqué plein de fautes. Et là, c'est amusant parce que s'il manque un S, en quelque part, je le rajoute. Là, je suis à 141 caractères. Alors, ça ne passe plus dans Twitter. Je dois reprendre. Et tout ce travail de reprise du tweet, c'est-à-dire où il faut véritablement revenir à la forme, interroger le texte. Bon, on trouve un mot qui fait une lettre de moins, on le place, mais c'est en contradiction avec ce qui est au début. Et c'est là que commence véritablement le véritable travail d'acharnement sur la forme que permet la twittérature. Évidemment, ce n'est pas à la recherche du temps perdu, c'est à la recherche du tweet perdu. C'est beaucoup plus bref. Je n'ai pas tant de temps que ça à consacrer à ça, mais je pense que fondamentalement, c'est à peu près, je pense, les mêmes processus mentaux qui se mettent en place. C'est la raison pour laquelle, moi, je crois que la twittérature peut être intéressante dans un contexte pédagogique où l'apprentissage de l'écriture est en quelque sorte la finalité de l'entreprise. On va y revenir parce que je ne veux pas oublier qu'on parle tout à l'heure, un petit peu plus tard, justement de l'Institut et de ce que vous faites, concours et festivals et ces choses-là. Mais voulez-vous lire ou non? Oh, oui, je veux bien lire. Et j'ouvre au hasard. Dernière chance. Et j'ouvre au hasard, comme les tweets nous arrivent au hasard sur notre fil un peu. Et alors, la gestion de l'humanité ne doit pas être confiée aux corbeaux, mais aux souris qui savent comment se comporter devant un fromage alléchant. On croit parfois que certains politiciens font partie d'une espèce disparue. Au mieux, ils sont déjà froids. Au pire, ils puent le cadavre. Et un troisième, enfin... Alors, j'ai suivi de près mes amis et mes ennemis, et tous ont de petits rêves, les femmes compris, ce qui les rend, hélas, vulnérables et risibles. Donc, l'ordre de publication, c'est celui que Gilles Pellerin, l'instant l'éditeur, vous a proposé. Oui. Il n'est plus chronologique, il ne correspond plus du tout à l'ordre d'écriture et de publication en ligne. Tout à fait, c'est un ordre thématique, donc par centre d'intérêt, où il a véritablement recomposé une structure du livre. Et c'est intéressant, c'est le poète André Frénaud qui disait ça. Il dit, il y a l'écriture des textes, les poèmes, qui sont faits au jour le jour, même mais il y a aussi l'écriture du recueil de poèmes. Et il disait, c'est deux activités mentales très différentes dans l'esprit de Frénaud. Il disait, la composition du recueil permet de faire apparaître quelque chose, des géographies secrètes personnelles. Et c'est ça que l'éditeur a fait. Dans mon cas, il a révélé ces thématiques qui étaient là et que je ne connaissais même pas moi-même, parce que j'avais le nez collé dessus.
Catherine Voyer-Léger, vous êtes passée par le même processus parce que, bon, Détails et Dédales est un blog que vous nourrissez 2 fois par semaine, sinon plus, depuis quand? Depuis, ça va faire 3 ans en novembre, mais là, il y a 2 semaines, j'ai annoncé que je ralentissais à 1 fois par semaine. Oui, j'ai le texte ici surligné. Oui. C'est assez difficile, je dois dire. C'est un peu un deuil. Ah oui? Ça me manque, oui. C'est sûr qu'une fois par semaine, c'est beaucoup moins d'interaction. C'est beaucoup le côté... je vais m'y faire, là, parce que je pense que j'ai pris la décision pour des bonnes raisons, mais la première semaine, j'ai fait comme... c'est pas beaucoup. 1 fois par semaine. Donc, c'est ça. Mais donc, il y a eu aussi, au début 2013, au printemps ou à l'hiver dernier, là, il y a un livre, Détails et Dédales, oui, que j'ai ici, paru donc chez Septentrion dans la collection Hamac Carnet. Et là, vous avez fait un peu le même travail. Ben, en fait, non. Est-ce que le travail s'est fait de la même manière que Jean-Yves vient de nous dire par rapport à son livre? De façon similaire, mais moi, je ne dirais pas que mon éditeur, que j'aime beaucoup, m'a envoyé une version prête et finie avec tous les textes en ordre. Ça, c'est pas exactement fait comme ça. C'est un travail assez difficile parce que nous, on avait aussi choisi de briser l'ordre chronologique pour toutes sortes de raisons, entre autres parce qu'on est allé chercher des textes plus anciens de mon ancien blog. Donc, l'avoir fait en ordre chronologique, ça aurait été très particulier parce qu'il y aurait eu peut-être, je sais pas, 10 textes de 2006 à 2009. Puis là, à partir de 2010, des textes réguliers. Donc, ça aurait été un peu absurde. Donc, moi, j'avais fait des premières catégories très serrées, là, où il y avait 4-5 textes par catégorie, féminisme, rapport au corps, oui, médias sociaux, ce genre de choses-là. Donc, c'était surtout un outil de travail, parce que c'était pas très intéressant de recréer dans le livre ces mini-catégories-là, mais ça nous a permis, par exemple, comme je m'intéresse beaucoup à la critique culturelle, pour donner un exemple, de dire, bon, là, il y a 10 textes sur la critique culturelle, on en garde combien, lesquels sont les plus forts, est-ce il y a certains textes qu'on a fusionnés, où on a rajouté un élément, parce que les textes se complètent finalement. Le blog, c'est une pensée en mouvement. Hein? Donc, des fois, je relis un texte que j'ai écrit il y a 3 ans, puis je me dis, Seigneur, ça ressemble tellement au texte que je viens d'écrire il y a 2 semaines. Mais il y a un petit quelque chose de plus. La pensée évolue, en fait, mais les mêmes obsessions reviennent. Mais est-ce qu'on peut rapprocher le travail du blogueur ou de la blogueuse, finalement, du travail d'un chroniqueur dans un média plus traditionnel? C'est ce qui aurait de plus proche? Ou, bien, le blog, c'est n'importe quoi. Hein? Le blog, c'est une forme. Fait qu'il y a des blogs de cuisine, il y a des blogs de... Mais moi, c'est le choix que j'ai fait. Moi, quand j'ai ouvert Détails et Dédales, qui est mon 3e blog dans mon histoire, c'était vraiment pour avoir un espace de chronique. Et mon premier objectif, en fait, c'était de répondre à des chroniqueurs. Et pas répondre dans le sens que je ne suis pas d'accord avec eux. J'écris très peu sur les gens avec qui je ne suis pas du tout d'accord. Ce qui m'intéresse plus, c'est de pousser plus loin, des fois, des réflexions que je trouve intéressantes, mais où je trouve qu'on n'a pas pris le bon angle, on ne voit pas quelque chose dans un enjeu, comme s'il y a un angle mort, puis personne ne semble le voir dans les médias. Puis là, je me suis dit, bien, moi, je vois quelque chose là que personne ne met en lumière, donc ça m'intéresserait de le dire. Puis c'est comme ça que j'ai lancé ce blog-là. C'était vraiment l'idée. Êtes-vous une essayiste? Ou est-ce que J'aimerais ça. Je suis pas sûre que... Bien là, je prépare un essai en ce moment, donc je suppose que ça, c'est comme des... Je me vois plus comme chroniqueuse dans ce travail-là, mais effectivement, je pense qu'on est dans la pensée de l'essai. Puis moi, avant de lancer ce blog-là, j'essayais beaucoup de travailler sur des fictions. J'écris un peu de poésie aussi, mais pour moi, c'est une écriture extrêmement douloureuse, l'écriture de fiction. C'est une écriture qui me fait mal, qui est difficile, qui me demande beaucoup d'énergie. Ça, c'est du pur bonheur. C'est vraiment mon univers. Alors qu'il s'agit quand même d'une réflexion très articulée, solide, avec beaucoup d'assises, on dirait philosophiques, sociologiques, anthropologiques. Bien, merci. Écoutez, je le dis parce que je le crois. Mais pour vous, c'est du pur bonheur de réfléchir comme ça. Bien, je pense que c'est aussi ma formation. Moi, je suis d'abord formée en sciences politiques. Je me suis beaucoup intéressée à la théorie des sciences politiques. Donc, j'ai flirté aussi dans mes études avec la littérature, avec la philosophie, avec la psychanalyse. Donc, je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au mode analytique. Ce qui m'intéresse, c'est d'analyser les choses. Je trouve que c'est très peu présent dans nos médias. Puis moi, c'est ça que j'ai voulu apporter de plus. Et bien, je pense que ça marche assez bien parce que j'ai quand même un lectorat fidèle qui n'est pas énorme. Hein. C'est drôle parce qu'on annonçait mon nom comme blogueuse émérite. Puis ça m'a assez fait rire parce que je me disais,
à quel moment on est émérite? Je n'étais même pas sur la liste des 100 blogs québécois à suivre qui est sorti cet été. Ça, j'avoue que j'étais quand même un peu insultée parce que là, sur 100, je me disais, tabarnouche, je dois être 102, là, quelque chose. J'ai pas fait. Mon Dieu, combien peut-il y avoir de blogs au Québec? Il doit y en avoir des milliers. Ben oui, donc, mais bon, j'ai un certain lectorat fidèle, puis je pense que ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que je suis assez suivie. Je dirais pas que moi-même, j'ai beaucoup d'influence, mais je suis assez suivie par des gens qui, eux, en ont pas mal. En fait, vous êtes comme le Devoir, finalement. Avec... Je suis le Devoir des blogs, j'achète. Ben oui, un journal qui a petit tirage, mais un grand rayonnement. Ouais. J'aimerais lire ceci, parce que justement, vous parliez de votre... En fait, c'était le texte du 11 septembre. Je ne sais pas, vous disiez que vous alliez passer de 3 à 2 ou de 2 à 1, de 2 à 1 texte. Et il y a ceci qui m'intéressait, donc dans la deuxième page. N'empêche qu'écrire 2 chroniques par semaine, c'est un investissement important. C'est un projet d'écriture en continu. Et ce projet d'écriture empêche d'autres projets d'écriture de voir le jour parce que l'essentiel de mon énergie et de mon temps libre y passe. C'est pour ça que j'ai décidé de réduire le rythme, pour me donner du temps pour mes autres projets et pour tenter de me préserver du temps qui ne soit pas public, de l'intimité. Le blog, c'est justement le contraire de l'intimité. Donc, vous avez senti à un moment le besoin comme de retourner dans vos terres d'écriture pour faire des choses qui sont qu'à vous, ou jusqu'à ce que le produit, que ce soit une fiction ou un essai, soit terminé. Oui, donc il y a tout ça. Puis il y a aussi que le blog vient avec une série, bon, je suis aussi, on l'a dit, très présente sur les médias sociaux, donc ça vient avec une série d'interactions qui peuvent être extrêmement prenantes et par moments extrêmement vidantes. Donc il y a des... Moi, je me mouille dans des débats difficiles et par moments, c'est vraiment épuisant. J'en ai vécu un cet été là, sur toute cette histoire des compliments qu'on fait aux femmes, les hommes qui complimentent dans la rue, ce genre de choses-là. J'ai décidé d'aller me mêler de ce débat-là en me disant, celle qui s'en était mêlée avant, c'était pas bien exprimé, moi je vais bien m'exprimer puis ça va bien se passer, puis ça s'est pas bien passé. En même temps, c'est mon plus gros succès à vie. On parle de 5000 clics en 2 jours, 500 partages sur Facebook. Mais c'était pas juste des amis. Non. Donc, il faut faire face à ça aussi. Quand on brasse des opinions, il faut faire face à ça aussi. Et ça, c'est extrêmement prenant. Puis c'est vrai qu'à un moment, tu te dis, j'ai l'impression que l'essentiel de ma vie se passe dans cet espace public, en fait. L'essentiel de ma vie, pas dans le sens qu'il se passe rien dans le privé, dans le sens que mon temps est pris par cette activité publique, qui est extrêmement gratifiante, que je renie pas, mais là, je pense que j'ai besoin de me recentrer sur moi un peu. Donc, j'ai pris une série de décisions dans ce sens-là. Puis, il y a aussi que j'ai un projet d'essai, puis que mon éditeur m'a dit que si je veux qu'il sorte à l'automne prochain, il faut qu'il soit fini à Noël. Puis Noël, ben c'est bientôt. Ça donc, je travaille fort. Mais je te comprends tellement quand tu dis que c'est prenant, parce qu'avant, il y a peut-être 1 an et demi, j'avais une personnalité un peu plus trash sur mon blog. Moi aussi, j'entrais dans des débats, sauf que donc, tu écris un billet, là, tu as des réactions sur Twitter, Facebook de gens qui sont vraiment contre ton opinion. Moi, ça me faisait pomper dans mon bureau. J'ai dit, toi, là, je vais t'écrire un billet, puis je vais te répliquer ce soir. Mais dans ce temps-là, alors que je me fâchais inutilement contre du monde, ben, j'étais comme plus capable d'écrire parce que ça me siphonnait toutes mes énergies au complet. Et là, maintenant, je me suis dit, OK, ça va faire ce genre de billet-là, parce que ça m'empêchait d'écrire ce que j'aimais vraiment faire, alors que sur le blog, j'essayais d'avoir la gratification instantanée, d'avoir une réponse vite. Et j'étais comme rendu un... Mais on devient un peu addict de ça. On a hâte à la réaction. On veut provoquer, on veut sinon provoquer, au moins susciter une réaction. Ben, il y a une réaction vraiment physiologique là-dessus. C'est quand, mettons, on ouvre sa boîte à courriel pour voir si on a des emails. Là, il y a vraiment on a une dose d'endorphine dans le cerveau, pour vrai, dans la fraction de seconde où on veut en avoir, puis on se rend compte qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas. Là. Ben, j'ai l'impression que Twitter, Facebook, puis les blogs, c'est un peu ça. Tu écris un billet, tu espères vraiment avoir ta dose de commentaires et des réactions. Là, tu en as eu, tu es vraiment content, ou justement, c'est pas les commentaires que tu aurais voulu avoir, puis ça te craint. Ou tu n'en as pas eu, puis là, tu es déçu, puis tu te dis, bon, ben, je vais peut-être écrire un billet encore plus fâchant, finalement, là, pour avoir les réactions cette fois-là. Là. Mais tu vois, moi, je suis pas comme ça, contrairement à beaucoup de gens que je vois. Parce que, bon, le texte que vous avez cité, c'est le 4e texte d'un volet de 4 textes que j'ai commencé à mon anniversaire à la fin août, qui s'appelle « Ainsi advenir ». Puis, en fait, la question que je posais, c'est vraiment ça, c'est
comment suis-je devenu qui je suis aujourd'hui à 34 ans? Parce que moi, je suis profondément quelqu'un qui a besoin que tout le monde l'aime et qui était plutôt une petite fille, par exemple, très axée sur le compromis, surtout pas sur le débat. Et il est arrivé quelque chose à un moment donné dans ma vie qui fait que je suis devenue un être politique qui a des convictions et qui tient à défendre ses convictions. Mais moi, la réaction, je veux dire, dans des moments très durs, ce qui me fait tenir debout, c'est que je vois bien qu'il y a plein de gens qui sont très d'accord avec ce que je dis et à qui ça fait beaucoup de bien que je le dise. Mais c'est pour ça que je le fais, parce que c'est jamais un plaisir. Que quelqu'un soit d'accord, pas d'accord avec moi, c'est jamais un plaisir. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi de façon assez virulente, ça me heurte à chaque fois. Je deviens une petite boule à terre. Mais les auteurs, historiquement, disons presque jusqu'à Internet, en faisant exception des médias imprimés qui existent, des journaux qui existent quand même depuis longtemps, les chroniqueurs, les journalistes, les écrivains ont eu l'habitude pendant des siècles, donc, d'écrire, de terminer un manuscrit, de le soumettre à un éditeur et d'attendre des fois peut-être 1 an, 2 ans avant la publication. Là, aujourd'hui, avec Internet et l'écriture numérique, vous avez accès à la réaction instantanée et donc à cette dose d'endorphine dont Dominique vient de parler. Ça doit être... Comment vous vivez l'attente de la publication d'un roman chez un éditeur pendant 1 année, 1 année et demie? Ben, je suis capable de survivre. C'est sûr que quand on s'en va dans le monde de l'édition, tu n'as pas des rétroactions le lendemain. Il faut que tu sois capable d'attendre des mois, parfois même des années. Ça fait contraste avec l'expérience. Moi, quand j'ai commencé à écrire, c'était pour des jeux de rôle. Les jeux de rôle, là, tu présentes ton histoire. Moi, je vois ça un petit peu comme de la littérature. Là. Ça peut peut-être étirer l'élastique un peu. Là. Mais scénarisation. Tu finis ta partie, les gens te parlent de ton histoire tout de suite. Ils disent « Ah, j'ai tellement haï tel personnage, lui, je l'ai aimé. » Moi, j'étais habitué d'avoir des rétroactions très rapides. Et c'est pour ça que dans mon premier manuscrit que j'ai écrit, aussitôt que j'avais fini une version, j'envoyais ça à 8-9 des personnes de mon entourage. « Ah, ils lisaient ça, puis donnez-moi vos commentaires. » J'avais une soif de commentaires. Là, je récoltais tout ça et toutes les corrections que j'avais au stylo dans mes manuscrits, je les appliquais toutes. Chose que j'ai arrêté de faire heureusement. Là, maintenant, je fais un très grand tri. Et c'est ça, j'ai beaucoup aimé ça, mais j'ai appris à arrêter d'avoir justement la rétroaction instantanée en justement changeant mes habitudes de blog, parce qu'aujourd'hui, peut-être c'est ça que j'avais pas dit tantôt, c'est que c'est très personnel ce que je vivais sur les blogs tout à l'heure. On va en reparler tout à l'heure. J'ai arrêté de faire ça, j'ai arrêté de vouloir d'avoir des rétroactions immédiates et maintenant je suis plus à l'aise avec le fait d'écrire. J'envoie même plus mes manuscrits à mes proches quand j'ai fini. J'ai passé à autre chose finalement, j'ai viré... Jean-Yves, donc, vous avez le plaisir des tweets comme ça, publiés sur une base quotidienne, et tout à coup, il y a ce livre qui apparaît. Quelle est la différence entre les deux pour vous? C'est justement cette énergie qui est là, qui est réelle. Hein. Moi, je le sens aussi. Quand je me lève la nuit pour faire pipi, je vais voir... Vous faites ça? Oui, non, ça m'arrive. C'est fou. Hein? Alors, je vais voir s'il y a un retweet, si quelqu'un a aimé ça. C'est bon. Alors, je sais, c'est malade. Et j'espère ne pas... Mais c'est comme ça. Hein? Ouais. Et il y a des cas, il y a des gens qui ont développé des psychoses presque. Thierry Crouzet, par exemple, qui est un blogueur français qui a écrit des romans sur Twitter, etc. À un moment donné, il ne s'appartenait plus, il appartenait à sa communauté, il n'y avait aucune espèce de distance entre lui et la rumeur qui circulait autour de lui sur Internet. Alors, il répondait constamment, et on voit ça, hein, il y a des gens, le téléphone sonne, il faut répondre tout de suite, ça fait bip, il y a un courriel qui vient d'arriver. Autrefois, quand ça... il y avait du temps, là. On recevait la lettre dans la boîte aux lettres. Et on y revient, d'ailleurs, parce que Poste Canada va éliminer tous les facteurs, puis on va revenir aux boîtes, comme ça. Donc, on va prendre un peu de marche et le courrier va nous rendre en santé. On va redevenir en santé parce qu'on va marcher à la place du tourner à la boîte postale. Oui, c'est ça. Mais bon, alors je pense que ça peut être un danger, mais ça fait, je pense, partie aussi du plaisir des médias sociaux, ça fait partie aussi des dangers. Et sur ça, j'ai eu un petit peu comme toi, à un moment donné, j'ai arrêté là, de faire ça. Je fais pas ça tout le temps. Encore, je me suis guéri, un peu autodiscipliné.
Et il reste que j'ai eu tendance à me comporter comme un asocial dans un média social. C'est-à-dire que mon personnage de Pierre-Paul Plot, par exemple, ne retweet jamais. Je ne fais jamais de hashtag, donc je ne fais jamais de clin d'œil à quelques discussions que ce soit. Je ne cite jamais rien, etc. Donc, je reste un petit peu en retrait dans ma bulle, d'une façon un peu égoïste. Et cependant, j'ai un courrier qui arrive derrière, parce qu'on peut dans Twitter avoir des messages privés. Alors là, c'est le gros bavardage, mais ça demeure dans une bulle, comment dire, de confidentialité avec le lecteur que j'aime bien aussi protéger. C'est drôle, je suis un peu vieux jeu là, par rapport à ça, mais je pense que je ne veux pas tout dire, tout le monde. Bon, il y a trop de... Je m'excuse, vous avez une deuxième adresse pour ça. Vous avez une deuxième signature qui est celle de J.Y. Fréchette, qui, elle, est plus dans la communication, pas dans le badinage, mais dans un de vos textes. Dans l'utilitaire. Oui, non, mais c'est un peu la dichotomie entre prose et poésie, ou entre laïcité, spiritualité, ou je ne sais pas quoi, hein, pour revenir au débat qui nous intéresse maintenant. Mais alors, il y a un personnage laïque, puis un personnage un peu plus... donc engagé dans une démarche personnelle, un peu secrète. Et c'est très drôle parce que moi, là où j'aime travailler, c'est la pire heure pour un twitterateur. C'est entre 23h et 1h du matin. Je suis à l'aise, là. Je retrouve tous mes esprits, j'ai un petit buzz d'énergie qui me propulse vers une espèce de lucidité que je maîtrise bien. Bon. Mais c'est la pire heure. Les Québécois viennent de se coucher, puis les Français dorment encore. Ah, il n'y a personne qui me lit, finalement. Mais je m'en plains pas parce que... Mais ça correspond à ce que vous disiez il y a 5 minutes à propos de cette bulle dans laquelle vous avez un peu placé Pierre-Paul Plot. Oui, et j'aime cette façon de faire. Les gens me lisent, mais en différé. Donc, au réveil, un peu plus tard. Et donc, ça crée une espèce de distance. On ne joue pas. L'immédiateté est un piège dans les médias sociaux. Hein. Et on croit que si on n'est pas là maintenant, le Hinc et Nunc, avant ça, le Hinc et Nunc, c'était 24 heures. Ah, il y avait dans la règle des 3 unités, etc. Maintenant, le hic et nunc, c'est à la microseconde. Il faut être là maintenant, ça fait bing, hop, on répond. C'est épuisant. Catherine a levé le doigt. J'ai comme eu un flash tantôt pendant que tu parlais. Quelqu'un prenait des notes, ça va être important pour la suite. Non, mais j'ai pensé, je l'ai dit, je m'intéresse beaucoup à la critique culturelle, puis je me suis beaucoup intéressée à Thibaudet, qui a fait une classification de la critique culturelle au début de l'autre siècle. Et lui, il parlait de critique parlée dans ces 3 classifications. Il y avait entre autres ce qui était la critique parlée, qui était plutôt la critique de salon. Mais on a gardé, chez les gens qui s'intéressent à la critique culturelle, cette dénomination de critique parlée pour la critique qui se fait dans les journaux, même si elle est écrite. Parce qu'en fait, on parle d'une critique assez spontanée, un commentaire à chaud, parce que, on sait, le critique publie, puis bon, etc. Et ça me fait dire qu'il y a quelque chose de très oral dans les médias sociaux, même s'ils sont écrits. Et pour moi, c'est plus, tantôt je parlais des soirées de poésie, des belles époques des soirées de poésie. C'était un endroit où on avait les réactions directement des gens par rapport à ce qu'on écrivait. Et il y a quelque chose de très oral dans la façon d'utiliser les médias sociaux, dans l'instantanéité, même dans le travail de la langue. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler sur une langue qui est beaucoup plus orale que ce qu'on retrouverait dans un livre. Donc, je ne suis pas certaine que ça vient de nulle part. Et peut-être que l'affiliation, elle est plus là. C'est comme une continuation de l'oralité sous un nouveau mode, mais avec un réseau complètement éclaté. Mais plus dans Facebook et dans Twitter que dans le blog, par exemple. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est aussi une évolution. Hein. Vous savez, comme l'apparition de la photo a changé quelque chose sur la peinture, moi, mes premiers blogs, c'était ce qu'on fait sur Facebook aujourd'hui. Des fois, je publiais 3-4 fois par jour. Je lisais une citation, je la mettais sur mon blog. Je voyais une photo, je la mettais sur mon blog. J'avais un doute, je posais une question sur mon blog, on me répondait. Tout ce qui se fait aujourd'hui ailleurs, en fait. Mais c'est intéressant ce que tu dis là, le rapport à l'oralité, puis c'est en même temps très troublant pour les profs de français. J'annonce que dans 5 ans, les profs de français vont perdre finalement leur emploi parce qu'il existe déjà des logiciels qui sont capables de transposer la parole orale en texte écrit.
Et si on pousse ça plus loin, la loi de Morse nous indique que... La loi de Morse? De Morse, oui, à tous les 18 mois, il se produit un phénomène étrange dans le monde de l'informatique. Les appareils, les microprocesseurs doublent en puissance. Encore aujourd'hui. Le prix chute à peu près de moitié. Et finalement, les vitesses augmentent. Alors, on a des espaces de stockage qui sont énormes maintenant. Là-dedans, il y a il y a beaucoup plus de mémoire qu'il y avait dans mon Mac 128 que j'avais payé 4 200 $ en 1986. Là. Il n'y a pas si longtemps, on rentrait, quand on a commencé, on ouais. rentrait le logiciel de texte sur un disque mou. Ouais. Ensuite, on rentrait un autre disque pour stocker ce qu'on écrivait. Il Mais- n'y avait aucune mémoire. Mais alors, ce qui est bon, on a des automates qui corrigent. Là. Antidote fait un bon travail déjà. Hein? C'est pas mal mieux que c'était. Imaginez que dans 18 mois, ce sera 2 fois plus performant. Donc, dans 5 ans, il y aura presque plus d'erreurs, ou à peu près. Bon, et ce sera... Là, vous allez jusqu'à dire qu'on aura plus de professeurs. c'est fou, là. On n'aurait plus besoin de professeur de français. Non, C'est non, ça que vous mais, avez dit, là. non, mais déjà, un logiciel corrige, les portes s'ouvrent, c'est sûr qu'il va détecter s'apostrophe au U, VRE, ping, il met une faute. Et je pense que les jeunes doivent se dire, mais pourquoi apprendre la grammaire, puisque de toute façon, les C'est ça, automates c'est le font à sûr. notre Ben place. oui. Alors, il va nous rester, nous, Il leur reste à l'installer sur Facebook. ouais, il va nous rester, nous, les écrivains, la plus belle partie, c'est-à-dire la partie d'imaginaire, créer des idées, les mettre ensemble, véhiculer nos sensibilités, se répondre, dialoguer, parler, revenir à ce grand palabre dans une toile qui deviendra bavarde, sympathique, et partageant les émotions de chacun. C'est clair, parce que malgré tout ce qu'on en pense et tout ce qu'on peut dire sur la qualité de ce qu'on trouve sur Internet, l'explosion des textes des auteurs possibles, si on compare à ce qui était s'édité à compte d'auteur il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, l'explosion est prodigieuse. Et dans toutes les langues, c'est sûrement pas seulement en français, en anglais, en allemand, dans toutes les langues qui sont disponibles sur le web. Absolument. Dominique oui. Bellavance, quand j'ai pensé à inviter Dominique, c'est d'abord à cause de... Quand je me suis rappelé son roman « Toi et moi, It's Complicated », qui est paru donc en 2010 chez Coup de tête, forme de roman qui doit beaucoup à Facebook. On l'a évoqué un petit peu en début de rencontre, mais j'aimerais bien y revenir. Oui. Et je voyais tout à l'heure, quand on faisait le test de son, tout de suite, vous avez pensé aux internautes. Vous, c'est vraiment une pensée... La présence d'Internet, des médias sociaux, de l'informatique, c'est quelque chose qui fait partie de votre travail d'écrivain depuis les tout débuts, ou à peu près? Ou... Pas depuis les tout débuts, parce que... Moi, je pense à vous par rapport à moi, pour qui Internet, bon, j'ai écrit mon 3e tweet hier de ma carrière. Alors, je suis quand même assez récent dans cet univers, sûrement moins baigné que vous. Bien, c'est que j'ai commencé... évidemment, ça ne fait pas aussi longtemps que je travaille dans l'informatique, si on veut. Mais dès les... Justement, vu que j'étudiais en 2003-2006 en technique d'intégration multimédia, j'ai appris à connaître ça vraiment en profondeur, ces choses-là. Twitter, Facebook, ça émergeait à peine. Je me suis intéressé à ça comme phénomène social. Et c'était quoi la question au début? D'où est venu chez vous cet intérêt pour justement toutes ces technologies, comme par exemple utiliser Facebook pour écrire « Toi et moi, It's Complicated ouais. » Ben, moi, je cherchais l'idée originale parce que j'étais comme pris d'un questionnement postmoderniste. Bon, tout a été fait. Ça sert à quoi j'écris un livre? Tous les auteurs, ils se posent toute cette question-là un jour ou l'autre. C'était comme ma solution magique dans ce temps-là d'écrire sur Facebook parce que, bon, personne n'a fait ça encore. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait. Et aussi, je vais l'avouer, j'avoue qu'il y avait un éditeur que j'avais spoté qui était bien actif sur Facebook. Là. Lui, je vais l'intéresser. Bon. Et c'est ça. J'avais eu l'idée en revenant d'un salon du livre, j'étais dans mon motel, puis je réfléchissais à ça, je notais des idées, puis j'avais encerclé celui-là. C'est quelqu'un qui est vraiment trop pris dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça pourrait faire? Quelles conséquences ça pourrait avoir s'il se mettait à fréquenter des gens qui ont des faux profils? Puis aussi, j'observais sur les Facebook, justement, les comportements typiques, caricaturaux que les gens avaient. Par exemple, avant les examens, bon, tout le monde se met à parler de « Ah, je suis tombé stressé pour mon examen, blablabla. » Quand il fait une grosse tempête dehors, ah, il pleut. Le matin, le monde parlait de leur déjeuner. On dit que ça disparaît, ces comportements-là, mais c'est pas tout à fait vrai. Et ça me tentait de faire un peu de la satire, de la caricature.
Même s'il y en a qui n'aiment pas trop ça, les gens qui font ça, mais moi, dans mes romans, je m'amuse. Justement, C'était pas une à caricature mettre qui gros se les termine comportements. très là. bien. D'ailleurs, je vais lire un paragraphe ou deux de la dernière page du roman. Deux cinglés se promènent encore dans le quartier. Une qui jouit en écoutant du black metal et l'autre qui s'exprime avec des twés et des gros. Juste ça, ça mérite la peine de mort. Calvaire. Elles ne sont pas prêtes d'arrêter celle-là. Elles vont tuer Daniel à petit feu si personne ne leur impose un break. Il doit leur lancer un message clair. Anne-Sophie et Véro ont saboté sa vie sur Facebook, sa vraie vie. Elles doivent payer les hosties de folles. Cette fois, ça ne se passera pas dans le virtuel. Où elle est la vraie vie? Est-ce qu'elle est sur Facebook maintenant? Ou dans le roman seulement? Ou C'est parce que mon personnage principal, il est comme coincé entre les deux réalités. Il est tellement sur Facebook que quand il n'est pas sur Facebook, son premier réflexe, c'est chercher un ordinateur pour mettre à jour son statut ou aller voir ce qui se passe parce qu'il y a le FOMO là, dans le Python. Le FOMO, c'est Fear of Missing Out. Et tu as l'impression qu'il y a tellement de choses qui se passent puis que tu manques. Là, ça l'angoisse au bout. Puis dans le roman, j'ai vraiment fait exprès qu'aussitôt qu'il sort dehors, il est comme aveuglé par la neige. Il est physiquement... il y a de la douleur physique. Même à un moment donné, il se met à fréquenter une fille. Puis aussitôt qu'il rentre dans son appart, c'est « Hey, ça te dérange-tu? Je vais me loguer pour aller voir un peu ce qui se passe sur Internet. » c'est comme ça qu'il finit par se faire voler d'ailleurs son identité. Oui, son identité. Il se fait voler son identité comme ça. Même à un certain moment dans le roman, son iPhone manque d'électricité. La batterie est morte. Et dans le quartier, il n'y a plus d'électricité. Justement, c'est parce qu'il n'est pas capable de recharger, là, entre autres. Et là, il se retrouve sans le Facebook. Et ce qu'il fait, lui, c'est qu'il s'en va se planter dans un restaurant fast-food, tout seul sur sa chaise. Là, puis là, il regarde autour de lui. Là, puis la vie, c'est un fil de nouvelles. Ceux-là qui se réunissent à une table, bon, ils viennent de créer un groupe, eux autres. Là, ils s'invitent à l'événement de Noël chez la famille 2010. Eux autres, ils ont brisé leur amitié, ça ne lui tente pas. Et pendant peut-être 6-7 pages, là, c'est ça, c'est un gros fil de nouvelles. Lui, c'est dans sa tête tout ce qui se passe. Là. Et c'est pour ça que lui, il se considérait plus que sa vraie vie, c'était ce qui se passait en ligne, parce que ce qu'il y avait dans sa vie normale, c'était comme insignifiant, vu qu'il n'y avait pas autant d'effervescence, d'événements et de gens autour de lui. Là. Donc, quand il n'y avait plus sa vie en ligne, il n'y avait plus de vie du tout. Ça me faisait penser, c'était un jeu en ligne, les Sims, où on se créait ses propres personnages. Mais finalement, on n'a plus besoin des Sims là, avec Facebook ou avec les réseaux sociaux, puisque chacun peut créer un peu ce qu'il veut, son propre personnage, son propre avatar, ou plusieurs avatars même, parce qu'il doit y avoir un nombre de personnes qui ont plusieurs avatars en ligne et qui donc ont la capacité même de créer leur propre personnage. Et ils deviennent eux-mêmes des générateurs de fiction. Et là, ce n'est pas de l'autofiction, ce n'est pas de l'écriture comme telle, mais c'est tout un univers que permet le numérique, que permet Internet, qui n'existait pas, lui, vraiment, auparavant. Jean-Yves va lever le petit doigt. J'ai levé le petit doigt pour dire que le romanesque, finalement, envahit le quotidien. Et puis, c'est assez troublant En fait, ce qui est troublant, c'est pas de voir qu'on puisse inventer plusieurs personnages en soi. C'est qu'on puisse se prendre, à un moment donné, carrément au jeu et de ne pas pouvoir en sortir. Oui. En même temps, moi, j'étais un peu toujours là... Sur cette question de vraie vie, fausse vie, les gens sur les réseaux sociaux ne sont pas eux-mêmes, ma réponse, c'est toujours « Ah oui, les 5 à 7 dans les bars, cet endroit où les gens sont tellement eux-mêmes. » Tout à fait. Oui, mais d'ailleurs, il y a un Les texte... parties de famille, cet endroit où les gens sont tellement eux-mêmes. Je vous en nomme d'autres, des endroits bien sûr. où... Ben, c'est vous qui le dites, d'ailleurs, Catherine, qu'on se met... En fait, on se met continuellement en scène. Ben oui, j'en parle même dans l'introduction. Moi, Oui. c'est un peu... je crois beaucoup au fait qu'on fait de nos vies des récits, puis je pense qu'on... Sans dire qu'on joue des rôles, on répond à des demandes constamment. Évidemment, pour moi, la différence entre ce qui se passe en ligne et ce qui se passe dans nos relations quotidiennes, c'est l'absence du corps. Donc, ça change beaucoup de codes parce qu'on est habitué de lire dans le corps de l'autre une série de signaux qui nous permet, entre autres, dans le meilleur des cas, de décoder sa sincérité. Le mensonge. C'est ça, éventuellement. De voir aussi entre ce qui est dit puis le langage du corps, des fois, il y a des fossés importants. Mais il y a aussi une grande liberté à ne pas être dans le corps. En tout cas, moi, toute ma vie sur Internet, j'en ai trouvé une très grande, à être plus dans l'idée pure, à être dans le langage pur et à ne pas avoir constamment
entre autres, pour donner cet exemple-là, dans mon rapport avec les hommes, à prendre en considération le regard qu'on porte sur mon corps. Par moment, c'est un espace de liberté très, très grand pour moi, d'être dans l'idée d'abord et non pas dans l'apparence. Dominique, si je reviens à votre... Bon, on a parlé un petit peu là, de Toi et moi, It's Complicated. Sur votre blog, vous avez débuté une série qui sont les objets... Attendez. De mon bureau. Les objets de mon bureau. Donc, c'est... Bon, moi, ce que j'ai trouvé, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord, mais votre blog, ce que j'en comprends, ce que j'en ai vu, sert beaucoup à faire un peu la promotion de votre travail, à parler de vos livres, à parler de ce qui s'en vient et tout. Mais là, il y a cette série-là qui apparaît, Les objets de mon bureau. Qu'est-ce que vous recherchez comme objectif avec ça? Je ne pensais jamais parler de ces billets-là dans une rencontre officielle de littérature. Ah, c'est sur le web, c'est public? Oui, non, je sais, mais c'est parce qu'à mes yeux, moi, j'ai déjà annoncé la mort de mon blog quelque part en 2012 en disant je ne publie plus jamais ici, c'est fini. Mais finalement, ça me manquait évidemment de faire ça. C'est que je publie des billets une fois par mois peut-être. Oui. Et là, ça me manquait justement. Puis j'avais, en l'espace d'un an, peut-être déménagé mon bureau 4 fois dans ma maison, de pièce en pièce. Et à chaque fois, je remplissais un sac à vidange plein d'objets que je me départissais. Sauf qu'il y en avait toujours qui restaient, utiles ou pas. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces objets-là? Et aussi, on a parlé de l'oralité tantôt dans le blog, ça a rapport à ça à 100%. C'est parce que pendant que j'étudiais en rédaction, là, je me suis mis à étudier la langue. Là, je me suis dit, il faut que j'écrive correct sur mon blog, ça n'a pas de bon sens. Je vais faire fuir mes clients à pige s'ils voient que j'écris mal. Et je me mettais à écrire en surveillant là, chaque phrase et en me révisant encore, jusqu'au point où c'était rendu plate. Je prenais tellement pas de risques là, que c'était une écriture froide. Et je dis pas qu'écrire bien, c'est être plate. Là, je dis juste que j'étais tendu comme ça. Et dans les objets de mon bureau... Vous faisiez trop attention. Moi, je me regardais trop là, par-dessus mon épaule. Là. Dans les objets de mon bureau, je me suis dit, je veux écrire, je vais arrêter de me casser la tête. Je vais me prendre une demi-heure pour écrire, pas plus. J'écris là, vraiment là, à l'oral. Je parle d'un objet de mon bureau en me rappelant moi-même des souvenirs, pour me faire plaisir. C'est un peu comme une forme de journal, sauf qu'au lieu de l'écrire dans un carnet qu'on place sur une tablette et que peut-être un jour on reprend pour publier, il est spontanément, immédiatement disponible et on en parle ce soir. Oui, c'est ça, on en parle ce soir. Mais c'est une écriture sans prétention, avec des touches d'humour, pas autopromotionnel du tout. Ben, des fois, je parle, c'est sûr que nécessairement, vu que c'est mon bureau, puis je parle d'un objet, je vais avoir travaillé mes romans peut-être avec. Là. Oui. Mais c'est ça, c'est juste pour faire de l'anecdote finalement. Là. Lynn, donc du Centre de la francophonie des Amériques, elle est en ligne et elle surveille tout ce qui se passe sur les réseaux. Et donc, a une question, une demande venant d'un internaute qui suit notre rencontre. Allô? Vous m'entendez? Oui. Bonjour. Donc, oui, une question qui nous a été envoyée par courriel un peu avant. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu plus fort, s'il vous plaît? Je peux parler un peu plus fort? Oui. Voilà, parfait, Voilà. d'accord. Donc, une question qui nous provient de M. Benoît Baudouin, qui est directeur des nouveaux médias de TV5 Québec-Canada. Nous parlons de plus en plus de nouvelle écriture, car désormais la trame narrative est explosée à travers plusieurs phénomènes de transmission qui se répondent, composent une expérience globale. Verrons-nous toujours la différence entre l'écrivain, le scénariste, le vidéaste et le monteur? Ou raconterons-nous nos histoires à partir d'un média global qui fera vibrer l'écriture à travers tous nos sens? Qu'en pensez-vous? Allons-nous vers un média global, donc qui cumulerait, jumellerait, interrelierait à la fois soit le travail du romancier, du poète, du scénariste, et tout ça à cause d'une certaine globalisation du langage et des médiums. Y croyez-vous ou non? Ben, j'ai déjà, en travaillant un peu dans le transmédia, touché un petit peu à ça. J'ai été Dans la scénariste. télé-réalité, entre autres, là, bon, j'allais y venir, mais... Oui, mais j'ai été un scénariste sur un projet qui s'appelle 6 millions de morts, entre autres, il y avait beaucoup de... Ça s'annonçait à être très grand, finalement. Ben, ça a été une expérience en ligne où tu t'inscris, au début, tu te logs sur Facebook comme un film interactif. Et ça donne que si tu commences le film en t'inscrivant avec ton mot de passe Facebook, tu peux voir des images de tes amis à travers le film. Donc ça, c'est déjà on s'immisce un peu dans la vie des gens pour les toucher un peu plus. Puis je pense aussi à la série Émilie qui a été faite par Radio-Canada, où je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui ont vu ça, mais à un moment donné, le protagoniste, il se ramasse dans une réunion un peu où il ne veut pas être, finalement, d'un groupe d'amis. Et il demande à l'auditeur « Hey, tu ne m'appellerais pas
sur ton iPhone pour me dire de m'en aller, là, finalement, pour aide-moi donc. Là. Sauf que là, tu écoutes le film sur Internet, puis là, il te regarde, tu dis OK, c'est beau. Sauf qu'à un moment donné, il dit appelle-moi, puis là, il fait puis là, il y a un numéro qui apparaît à l'écran. Là, tu dis oh. Mais là, le film, il continue. Là, oui, appelle-moi. C'est que là, tu décroches le téléphone, tu composes un numéro, là, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Et là, tu parles au personnage. Ça sonne, puis tu y parles. Là, tu dis, hey, faut que tu dises quelque chose, là, parce que ça attend. Tu dis, salut. Là, il répond, oui, je m'en viens, là. Ah, bon, OK, puis il raccroche. Ça continue. Il y a vraiment une interactivité hyper intéressante. Je dis pas que ça va devenir la seule façon de faire de la littérature et de la vidéo, mais je trouve que c'est une expérience vraiment plaisante. Puis ça ouvre beaucoup de possibilités d'utiliser différents médias pour rejoindre la même histoire. Il y avait eu aussi là, un clip de Arcade Fire où tu rentrais l'adresse de où tu es né. Puis j'oublie le nom de la chanson, là, que c'est une tune que j'adore en plus, juste parce que là. Puis en tout cas, tu rentrais l'adresse au début du vidéoclip de ton lieu de naissance, en fait, la maison où tu es né. Et là, le vidéoclip commence, puis c'est un vidéoclip sur la préadolescence ou l'adolescence. Puis le personnage court, puis avec Google Maps, il finit par courir chez toi, dans ta rue de ton enfance. C'était très troublant comme expérience parce qu'au début, tu ne comprends pas trop ce qui va se passer. Et là, quand tu vois apparaître ta maison d'enfance, et là, le personnage, il s'arrête devant ta maison et il tourne comme ça. Bon, évidemment, si vous venez d'un petit village très, très loin, ça marche moins bien que si vous venez de Montréal, là. Puis là, il regarde la maison de son enfance, c'est comme devenu, toi, très troublant. Il y a des grandes possibilités, mais moi, je ne pense pas que ça va effacer les autres. Je ne pense pas que le roman va disparaître, mais effectivement, ça ouvre des possibilités techniques pour imaginer des objets artistiques complètement d'un autre genre. En fait, c'est ce que l'histoire nous prouve. À chaque fois que des nouveaux médias sont arrivés, des nouvelles formes se sont ajoutées, mais à peu près toutes celles qui ont existé préalablement sont demeurées dans l'essentiel. Oui, c'est ça. Moi, je pense que l'idée l'appétit qu'ont certaines personnes pour raconter des histoires longues avec des personnages, etc., ça va toujours rester. Il y a des gens qui ont du souffle, il y a des gens puis il y a des gens qui aiment consommer ces histoires-là, peu importe le support, qu'il soit dématérialisé ou encore qui s'incarne physiquement dans le livre. Mais ce que je trouve intéressant ici, c'est l'idée d'interactivité. Et je pense qu'on parle de réalité augmentée à travers l'utilisation du web, mais il y a aussi, je pense, une littérature augmentée qui se fait. Exact. Et je signalerais juste ces expériences qu'a fait donc une twitterateur qui s'appelle Orise sur son blog, c'est Eclectico, où véritablement à partir de schémas de travail inspirés des formules de l'Oulipo, où elle a mobilisé une communauté pour solliciter à la fois les idées, les formules, etc. Et elle, en contrepartie, bien entendu, se gardait le gros du travail en tant qu'auteur, c'est-à-dire en tant qu'assembleuse de ces fragments-là. Mais ce qui était étrange, c'est qu'à chaque fois, le lecteur se voyait là-dedans comme réinterprété d'une certaine façon à travers une histoire qu'il avait en quelque part contribué donc à écrire, à produire. Et ça, l'informatique là-dessus, pour ça, et la possibilité d'aller de collectionner ou d'aller chercher des informations un peu partout dans le réseau, je pense que c'est une des forces d'Internet. C'est à la fois léger, rapide et sans trop de conséquences, de sorte que ce qui va émerger de ça, c'est véritablement la stratégie de production, de mise en commun, ces choses-là, de nouveaux créateurs qui s'inventent à partir de nouvelles formes de littérature qui appartiennent à ça. Mais c'est pas cette idée de combiner des histoires ou de mettre ensemble des choses. Le Cadavre exquis faisait un peu ça d'une certaine façon, mais là, on le fait d'une façon beaucoup plus précise, avec plus d'acuité, avec plus de bonheur d'une certaine façon, et les histoires sont à la fois plus complexes, mieux travaillées. Et on le fait dans plusieurs langues aussi. Plusieurs langues pourront même... Plusieurs locuteurs de langues différentes pourront communiquer entre eux un peu à partir des outils dont même que vous évoquiez tout à l'heure de traduction qui seront aussi de plus en plus performants. Mais ce qui est étrange aussi, c'est que nous, comme le lecteur, sent que la marge devient, elle est de plus en plus mince dans une espèce de renversement, au fond, qui fait que le lecteur a le goût, lui aussi, d'être un écrivain, de produire. Et bien entendu, ce qui va rester, c'est qu'on n'est pas en train de dire que tout le monde va avoir du talent.
Mais tout le monde va avoir du plaisir à écrire. Et je pense qu'au niveau de la pédagogie, il y a des profs actuellement qui se servent de cette énergie-là pour essayer de dire, ben, on pourrait-tu raccrocher nos décrocheurs à ce goût d'écrire à partir d'outils qui vont stimuler les gens parce qu'ils seront lus. Parce qu'il n'y aura pas juste un prof qui va mettre une note, parce qu'il va y avoir une sanction sociale, il va y avoir un réseau de lecteurs et que l'histoire ou l'émotion pourra évoluer parce qu'elle aura été influencée par des collègues, des confrères, des camarades, des amis qui feront à peu près le même travail qu'eux. Ça, c'est intéressant. Et on en revient un peu au travail que l'Institut de littérature comparée fait depuis déjà un certain nombre d'années. Il y a un concours, il y a eu déjà 2 éditions d'un festival, une ici à Québec, l'autre à Bordeaux. Donc, vous souhaitez que l'Institut, et par Twitter, vous souhaitez justement jouer ce rôle pédagogique. Et là, on retrouve, vous avez enseigné de nombreuses années, Jean-Yves Fréchette. Donc, vous sentez, vous êtes capable d'accrocher, d'attirer des jeunes ou, par ce que vous faites avec Twitter, avec la littérature? Dans la vie, il y a très peu de phrases qui nous portent dans nos actions. Moi, j'étais influencé par la parole de Lautréamont qui disait « La poésie doit être faite par tous ». Moi, j'ai cru ça. Alors, je suis devenu prof. Et mon travail, ça a été d'essayer de partager ces choses-là. Et ce que je vois, c'est qu'avec Twitter particulièrement, ce que je crois, comme ce sont de petites unités de texte, on n'est pas en train de dire à nos élèves, écoutez, vous allez nous écrire un texte de 3 paragraphes avec sujet amené, posé, divisé, etc. Non, on commence par un petit texte, ça va. Et il y a déjà un succès. Et ce premier succès-là permet c'est comme la marche. La marche chez l'enfant, c'est le papa, la maman le tient debout, il essaie, il tombe, hop, il se relève et finalement, c'est l'addition des pas qui lui permettent de franchir 1 mètre et puis de courir 10 km puis faire le marathon de Montréal à un moment donné. Tu sais. Alors, je pense, moi, que pédagogiquement, Twitter est un outil qui comment dire, il y a des défauts, là, mais c'est un outil qui convient bien, je pense, à une pédagogie de l'écriture. Vous, est-ce que vous sentez, par exemple, Dominique, vous publiez vos romans d'un côté, vous avez le blog, est-ce que vous sentez que l'un appelle l'autre? Est-ce que vous sentez que vos lecteurs, il y a des lecteurs de blog qui s'intéressent à vos romans? Comment vous pensez que l'ensemble de ces outils-là que vous utilisez, finalement, vous permettent de mieux rejoindre votre lectorat ou d'éveiller de l'intérêt pour ce que vous faites? Moi, je pense que j'ai un petit groupe de lecteurs qui sont quand même assez fidèles, qui m'ont suivi depuis mes débuts. Ça me permet de communiquer avec eux. C'est sûr que je les vois souvent, par exemple, dans le Congrès boréal, je vois Jean-Louis qui est au fond. On se voit souvent, les lecteurs de science-fiction fantastique. Mon blog, ça sert à rester en contact, à les informer de mes activités littéraires. Mais est-ce que ça va au-delà de ça? Je ne sais pas. Et pourtant, vous avez aussi des pratiques littéraires différentes, parce que vos séries de romans de science-fiction, ou donc, maintenant, dans Les Clowns Vengeurs, là, qui est plus un suspense ou thriller. Oui, c'est un thriller de science-fiction. Oui. Et il y a vos romans comme Toi et moi, It's Complicated, le roman Réalité, qui est aussi un roman qui s'inspire des technologies, des médias modernes, de la télévision, donc de la télé-réalité. Oui, la télé-réalité. Mais aussi d'Internet, parce qu'il y a des courriels, il y a toutes sortes de choses qui sont imbriquées dans l'histoire. Oui, c'est vrai. En fait, c'est drôle cette histoire-là parce que les participants qui écrivent leurs 4 textes, c'est un peu un love story littéraire où il y a 4 jeunes qui sont enfermés dans un chalet et qui doivent transmettre leurs textes pour raconter leur journée finalement pendant 15 jours. Ça finit pas très bien. Oui, ça dérape un petit peu maintenant, sauf que les 4 personnages, ils écrivent sur papier. Oui. Parce qu'il n'y a pas de technologie permise dans le chalet. Ils numérisent leur papier. Et il y a un chroniqueur qui, lui a accès à toutes les caméras, les webcams cachées dans le chalet. Il reçoit les 4 textes, il les lit. Et lui, il écrit sa chronique en disant, lui, ce qu'il a écrit, est-ce que c'est vrai finalement? Parce que moi j'ai la vérité, puis je vais vous transmettre la vérité, moi. Puis lui, il se pose des questions aussi parce qu'il n'est pas dans l'ultime vérité sur ce qui se passe dans le chalet. Et c'est pour ça qu'il écrit des emails en chaque journée au producteur, si on veut, à lui qui est le grand marionnettiste derrière tout ça. Oui, qui manipule un peu tout le monde. Hein, et oui, c'est ça qui manipule un peu tout le monde. Et c'est là qu'il y a un échange de courriels. Donc oui, il a fallu que je pense technologie pour écrire ce roman-là. Et évidemment que les billets, parce qu'on parle de billets, je pense que j'utilise ce terme-là dans mon roman. Là. C'est comme des billets de blog un peu, mais de gens qui racontent banalement leur journée.
leurs souvenirs des fois, parce qu'il y en a un qui peut raconter sa journée en disant simplement de A à Z ce qu'il a fait. Il y en a un qui peut avoir juste vécu un petit événement qui a fait ressurgir un souvenir, puis il va parler de ce souvenir-là. Il a fallu que j'aille chercher un peu loin, justement, pour rendre ça un peu plus dynamique là, que juste une énumération de faits que 4 personnages répéteraient de toute façon, parce qu'il y a 4 personnages qui vivent à la même place. Non, mais chacun des personnages est très bien typé. On voit très bien dans l'évolution du récit comment chacun évolue aussi jusqu'à cette finale. Ce que j'ai trouvé quand même assez rigolo au niveau technologique, c'est que ces gens écrivent et doivent transférer par fax leurs documents. Donc, quand j'ai commencé, le fax, c'était le summum de l'évolution technologique. Hein? On pouvait transférer un texte comme ça en 10 secondes. C'était beaucoup plus efficace que le téléx et infiniment plus rapide que la poste. Mais là, eux utilisent un fax et pour eux, c'est comme s'ils étaient dans la préhistoire. En fait, je pense que je n'utilise jamais le terme fax. Même moi, je ne sais même pas comment ça marche. Là. Ils me disent envoie-moi un fax, puis non, je vais t'envoyer un email, puis arrange-toi avec. Mais je pense que dans mon roman, j'utilise juste numériser. Aujourd'hui, on prend la photo, on l'envoie tout de suite. Aujourd'hui, c'est ça que je fais, là, en plus. Puis en plus, le chroniqueur, c'est un ancien professeur de l'Université Laval. Je me suis inspiré d'un de mes anciens profs, mais je ne l'ai jamais dit. Mais lui, c'est... Est-ce qu'on peut savoir c'est qui? C'est ça. Mais lui, c'est un typique technophobe. Là. Il dit, là, j'ai mon gros ordi, là, puis j'ai cliqué sur l'icône, puis il y a une image du salon qui est apparue. Et en plus, lui, il a eu le mandat de suivre vraiment tout ce qui se passe presque 24 heures sur 24. Sa voiture est au garage. Puis à un moment donné, il se rend compte qu'il n'y a plus rien à manger. Puis il faut qu'il continue à suivre les jeunes à travers les webcams. Donc, il arrive plein de problèmes en plus à lui, puis il raconte ça dans ses chroniques. Donc, puis la technologie, évidemment, elle se met à faire défaut au chalet. Il faut qu'il envoie du monde réparer ça. C'est ça, ça prenait... Il fallait que j'aie une base de tous ces moyens-là pour communiquer. Et le blog a été une grande inspiration pour ça. C'est intéressant, en tout cas, de voir le mélange que vous en faites dans un roman. On n'est pas tout à fait dans l'univers qu'évoque monsieur qui, tout à l'heure, est intervenu par le biais de notre chaîne, mais quand même, il y a dans votre roman un amalgame de toutes ces choses-là. Mais il y a quelqu'un d'autre, Lynn, tu m'as fait signe. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui souhaite poser une question ou émettre un commentaire? Oui, effectivement. À vrai dire, j'ai 2 autres questions à poser qui nous proviennent, une du Brésil, parce qu'on a des amoureux de la langue française qui nous suivent d'un peu partout, et l'autre du Salvador. Donc, je commence avec notre amie du Brésil, Janaina Nazari Gomes. Moi, j'aurais demandé quel est l'impact que la langue utilisée sur Twitter a sur la langue française. Est-ce que le phénomène langagier sur Twitter enrichit ou corrompt la langue? Jean-Yves, pouvez-vous répondre à ça? Vous étiez en train de tweeter. Oui, je tweetais. C'est parce qu'il y a des gens qui trouvaient bizarre que j'ai dit tantôt que je prédisais comme ça la fin des profs de français, puisque les automates... mais attention, non, c'est une bravade, mais en même temps, c'est une façon de dire soyons vigilants. Hein, il y a des gens qui croient maintenant que les écoles doivent devenir virtuelles et qu'on va régler tous nos problèmes parce qu'on va garder les enfants à la maison, etc. La sociabilisation est importante. Les parents vont aimer ça. Oui, donc... Mais donc, la question, est-ce que vous avez entendu la question? Oui, j'ai entendu la question. Moi, je pense qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus, hein, sur l'utilisation, par exemple, des textos. Est-ce que par exemple, le texto, l'utilisation des textos par les jeunes fait en sorte que, en le permettant, on appauvrit la langue, on rapetisse les cerveaux. Mais il y a quelqu'un qui me dit, parce que je faisais la promotion de Twitter en pédagogie, que je contribuais à rapetisser la boîte crânienne des enfants. Et ça a été dit par un sérieux éditorialiste de la presse. Et je pourrais vous donner ça. Alors, c'est assez, il y a plusieurs mythes là-dedans. Donc, il y a des études qui révèlent que l'utilisation des textos, les enfants l'interprètent comme si c'était tout à fait 2 langues différentes. Sauf qu'il ne faut pas se gêner aussi pour dire on peut bien écrire sur Twitter. Et quand j'ai commencé à utiliser Twitter... Vous en êtes la preuve vivante, en tout cas, et vous et beaucoup des vôtres, de vos collègues. Merci pour le vivant. Quand j'ai commencé à utiliser pour Twitter, au fond, c'était cette extrême exigence de dire je peux bien écrire et je vais essayer de ne pas trop faire de fautes et de garder une certaine spontanéité quand même. Et là, je suis devenu très, très, très exigeant. C'est-à-dire que quand j'utilisais les signes de ponctuation, le point d'interrogation, par exemple, je mettais un espace insécable entre la dernière lettre du mot et le point d'interrogation. Bon, alors je respectais les codes typographiques.
de la Pléiade, par exemple. Alors, c'est une exigence personnelle, un jeu que je faisais, mais de dire que la qualité est possible, ben oui, et je pense que les enfants le sentent, ça, et les études révèlent, et j'y reviens, ces fameuses études, que les enfants qui sont les meilleurs en texto sont aussi, paradoxalement, les meilleurs en écriture standard, ordinaire et tout à fait française. Alors, c'est comme si la maîtrise des codes, il y avait comme des zones étanches là-dedans et on n'a qu'à continuer à bien enseigner comme prof de français et on va mieux outiller les jeunes, puis ils pourront se développer une langue qui sera... une langue parallèle, auquel on n'aura pas accès, mais qui sera là quand même et qui sera la leur. Ça, je pense qu'ils ont besoin de s'identifier à ça. Sur cette même question, avant de passer à la question de la personne du Salvador? Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je pense que c'est comme un nouveau niveau de langue, en fait. Donc, l'important, c'est qu'on comprenne tous que c'est un niveau de langue. Donc, c'est un niveau de langue très populaire, qui est très près de la langue parlée. Et à ce moment-là, si c'est compris, rien n'empêche d'avoir un niveau de langue, un français tout à fait convenable quand tu écris tes travaux scolaires, par exemple. L'autre chose, je le disais un peu tantôt, mais je reviens, c'est que pour bien maîtriser Twitter, contrairement au texto, parce que le texto est quand même un langage entre deux personnes, donc ils peuvent avoir les mêmes carences de langue et se comprendre. À Twitter, tu parles à beaucoup plus de monde. Si tu veux te faire comprendre, il faut maîtriser la langue parce que rapidement, comme c'est un langage d'ellipse, on finit par pas se comprendre. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à suivre des Twitter anglais, des comptes anglophones, ou moi, à tweeter en anglais si j'interagis avec ces gens-là parce que je ne maîtrise pas assez bien l'anglais. Je ne sais pas où couper. Je ne sais pas comment réduire mes mots parce qu'on va utiliser des contractions de mots, mais je ne sais pas comment contracter un mot anglais pour qu'il soit encore intelligible pour mon interlocuteur. Je ne sais pas quelle lettre enlever pour que ça fasse sens. Quand je veux contracter comme, je le sais que j'enlève le O puis le E puis que c'est MM. Habituellement, c'est en enlevant les voyelles. Oui, ben c'est ça. Et c'est très drôle, hein, la chute des voyelles dans un mot n'enlève presque rien. D'ailleurs, c'est étrange. En arabe, par exemple, le plus haut des niveaux de langue fait abstraction des voyelles. Alors, c'est comme si nos élèves qui utilisent le texto, si c'était des Arabes, ils seraient en train de s'exprimer dans une langue soignée. C'est étrange quand même. Hein? alors que TBK, on sait tous que c'est un gros juron tout à fait sale, Je me demandais etc. si tu disais vraiment ça en public. Non, je ne le prononcerai pas. Mais vous pouvez vous-même imaginer ce que ça veut dire. Mais il y en a d'autres, c'est un CLS, par exemple. Pardon? Oui. Ou KLS. On sait tous ce que ça veut dire. Et là, je n'ai rien dit de grossier. Je n'ai fait que nommer trois consonnes. Ouais, c'est ça. C'était pas grossier du tout. Ouais, pas du tout. Dominique, vouliez-vous intervenir? On demandait si ça modifiait le français, l'usage des réseaux sociaux. Et moi, ça arrive des fois quand mes amis me content une histoire drôle, je réponds « lol ». C'est inconscient. Au début, je le faisais en blague, mais c'est comme rentrer dans le langage des fois. Un langage des fois, on dit hey, j'aime. Ça arrive qu'on adopte, on s'approprie ce genre de choses-là. L'expression j'aime tout seul, là, on voit ça, là, on aime dans la revue Coup de pouce. Là, il me semble que ça apparaissait moins. Là, avant, oui, le j'aime est rentré dans le langage. Le mot clic aussi de plus en plus. D'autant plus qu'il vient de Twitter, mais il a traversé ce qu'on appelle le hashtag. Le mot clic, il a traversé sur les autres réseaux sociaux. De plus en plus, on sent que ça rentre dans le langage. Puis la forme aussi, 140. Moi, je peux reconnaître une phrase de 140 caractères juste en la voyant. Je sais si ça rentre sur Twitter ou non, parce qu'à un moment donné, c'est comme un muscle. Hein? C'est comme un alexandrin blanc, dans le fond. Oui, comme un sonnet, un alexandrin de 12 vers, sauf que maintenant, on le calcule en caractères. Oui, tout à fait. Et ça, très rapidement là-dessus, c'est intéressant. Hein? L'unité de mesure. Pour faire le compte dans l'esthétique traditionnelle, c'était la syllabe, donc l'oreille. On est passé dans la civilisation de l'image, et voici que l'unité de mesure devient le caractère. Donc, on compte avec les yeux. C'est étrange comme les technologies, les esthétiques s'adaptent évidemment aux technologies ambiantes. Alors, si on allait maintenant faire un tour du côté du Salvador, et ensuite, s'il y a des gens qui ont des questions ou des commentaires, il ne faut pas se gêner, il y a un micro qui peut vous trouver facilement.
Donc, Lynn. Madame Carrie Rodriguez, qui est professeure de français au Salvador d'ailleurs, est-ce que les écrivains francophones du Canada sont intéressés à la promotion de leur littérature dans toutes les Amériques, dans mon pays par exemple? Et si oui, quelle stratégie, j'imagine par les réseaux sociaux entre autres, vous proposez pour rendre le partage efficace? Alors, je suis sûr que vous êtes tous intéressés à aller au Salvador faire la promotion de la littérature. Oui, on est tous intéressés. Bon, là, je peux changer de chapeau peut-être, puis parler davantage de mon rôle professionnel au regroupement des éditeurs. Je vais en profiter pour faire un peu de pub à le Centre de la francophonie des Amériques qui nous invite ici. Mais je pense qu'en ce moment, on développe avec le Centre un projet de bibliothèque virtuelle de la francophonie en Amérique qui devrait, là, on n'a pas les dates, mais voir le jour vraiment sous peu. Et je pense que ça, c'est une des façons dont on peut faire. Parce qu'évidemment, la dématérialisation du livre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de livre papier, mais ça peut permettre une exportation beaucoup plus facile, parce que notre gros enjeu d'exportation, ça a toujours été le transport. C'est vraiment un problème où on est, ne serait-ce que pour se rendre en France, au Salvador encore plus, distribution compliquée. Moi, ce printemps, j'étais allée en Haïti, on voit comment on peut travailler avec les librairies en Haïti. Pas facile, hein? Le processus est compliqué. Donc, s'il y a des façons pour eux d'avoir accès à des livres numériques, ça devient beaucoup plus simple. Et ce qui va être bien avec la bibliothèque, c'est que là, on ne parle pas d'achat, on parle de prêt. On parle de prêts qui respectent les normes des éditeurs ici, qui respectent nos normes québécoises et canadiennes. Donc, je pense que c'est un projet très intéressant qui va permettre aux membres du CFA un peu partout dans les Amériques d'avoir accès à des livres des Amériques et de chez nous. Ça, c'est un exemple. Mais je pense que la dématérialisation va permettre ça beaucoup plus facilement. D'ailleurs, on pourrait, si tu permets, Bernard, oui, on pourrait pousser un petit peu plus loin, par exemple, dans la distribution des notes de cours. Hein? Il arrive tellement souvent où un enseignant, une enseignante va utiliser un chapitre dans un livre et les parents vont payer tout le livre. Alors, il y a comme toute une réorganisation à penser autour de l'utilisation donc des objets, des objets d'enseignement pour qu'on puisse donc éviter des pertes. Évidemment, cesser de couper des arbres inutilement pour les chapitres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alors qu'on n'utilise que le premier chapitre du livre. Des fois, il y a un peu de délai parce qu'on repense les modèles d'affaires. C'est ça qu'il faut comprendre. On est là-dedans en ce moment. Le milieu du livre bouge vite. Voilà. Par rapport à l'exemple que vous donnez, je pense aussi aux guides de voyage. Ulysse fait un travail exceptionnel au Québec et vend beaucoup de ses guides au chapitre. Parce qu'effectivement, vous avez tous fait ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire voyager en Amérique latine avec un guide qui compte 6 pays, quand vous allez passer un week-end à Buenos Aires, là, puis là, vous avez un guide de 350 pages dans lequel il y a 20 pages, un chapitre, en fait, qui vous intéresse. Là, avec la dématérialisation, évidemment, il n'y a pas le poids, mais il y a aussi la possibilité, soudain, d'acheter un chapitre, légalement. Tout a été pensé, mais il faut penser nos modèles d'affaires. C'est en train de se faire. Je pense que ça se fait de mieux en mieux. Mais je pense quand même qu'il y a là une super opportunité, puis pour Madame au Salvador, moi, je travaille avec des petits éditeurs qui sont plus loin au Canada, isolés. Pour ces gens-là, pour les petits éditeurs en région au Québec qui ont moins accès au réseau de distribution, ça ne veut pas dire que tout va être parfait, mais je pense qu'il y a quand même là un tremplin. D'ailleurs, on peut déjà au sein du réseau de la Bibliothèque de Québec. Bon, moi, je n'habite pas dans la ville de Québec. Je suis quand même abonné, donc j'imagine qu'il y a des gens qui ne restent pas. Il y a d'autres qui peuvent le faire. Et je peux télécharger et lire des livres numériques qui disparaissent comme par magie après tant de jours, lorsque la durée du prêt est terminée. Alors, c'est des choses qui probablement peuvent se faire. Et on n'a pas du tout évoqué aussi, quelque chose qui est soulevé par la question de Madame, c'est la question de la traduction, qui est tout un autre débat qu'on n'ouvrira pas ici ce soir. Parce que j'aimerais bien continuer encore un petit peu. Il nous reste un petit moment. Écoutez, hein, la charte des valeurs est dans l'air et je me disais, écoutez, est-ce qu'on aura besoin bientôt lorsque, je sais pas, il y a comme une grande période d'expérimentation, de naissance, d'avènement d'Internet. On est encore dans le balbutiement de ça, d'un phénomène qui va continuer pour probablement des siècles et qui va prendre d'autres formes au fil des années. Est-ce qu'on aura besoin d'une charte des valeurs numériques pour ce qui est de la gestion de la langue, de la littérature? Est-ce que c'est une utopie? Est-ce que je suis trop moralisateur? On s'en va vers où? Est-ce qu'on laisse tout aller sur Internet? Ce qui est littéraire, ce qui ne l'est pas, ce qui est grossier, ce qui l'est moins? Comment on fait pour... Mais c'est déjà ça, hein? Il y a tout sur Internet. Il
Il y a je sais pas moi, il y a les Fleurs du Mal de Baudelaire, accessibles gratuitement, sans entrave, mais il y a aussi des recettes pour fabriquer des bombes. Oui. Alors, on y est déjà, là. Le problème, me semble-t-il, c'est pas que ça y soit ou pas. Quand on est dans une tabagie, et Internet, c'est une grande tabagie, là, il y a toutes sortes de revues. On peut tout retrouver. Et plus on en a, mieux c'est, parce que ça correspond donc à une offre de propositions qui correspondent aux besoins de chacun. Le problème, me semble-t-il, c'est de donner aux enfants un code d'éthique, un code d'utilisation, ce que doit faire l'école. Alors, moi, je suis extrêmement sensible à ces façons d'éduquer, non pas tant au contenu, mais à ces façons, comment utiliser. À la démarche. À la démarche, voilà. Et je pense que si on fait ça, on va en bout de ligne former des jeunes qui deviendront des citoyens responsables, plus éclairés, avec un sens critique. Comment choisir? C'est pas simple, hein, choisir. Pour choisir, il faut avoir fait toute une démarche, il faut connaître l'histoire, il faut être en mesure de comparer, etc. Et si on réussit à faire ça, et parce qu'il y aura eu davantage de choix, justement, comme ça l'est maintenant, ben on fera un bon coup dans nos systèmes d'éducation. Catherine, si je vous requalifie d'essayiste, de philosophe, blogueuse philosophe, au lieu d'émérite, vous allez aimer ça, tiens. Il faut aller où? Dans quelle direction? Quelle sorte de balise avons-nous besoin? Pas une charte unique où je pense que ce serait impossible de toute façon. Ça reste que c'est un espace infini qui doit le rester. Je pense que c'est important. Après, au sein de certains réseaux, que ce soit des plateformes comme Twitter, comme Facebook, il y a des choses qui changent. Cet été, vous avez peut-être suivi, il y a eu tout un épisode en Grande-Bretagne où une femme qui avait milité pour qu'il y ait un personnage féminin sur les billets de banque s'est fait lourdement harceler, menace de viol. Et il y a 2 procès qui vont avoir lieu. Donc, on a retrouvé ces gens-là. Et suite à cet événement-là qui était assez majeur, Twitter va changer des choses. On va pouvoir dénoncer plus facilement des choses qui sont inacceptables. Donc, évidemment, il y a un mouvement qui se fait, mais je pense qu'il faut laisser l'ouverture. Vous savez, dans le domaine des arts, on dit toujours que la principale définition d'un artiste, c'est la reconnaissance des pairs. Ça, je pense que ça ne change pas, peu importe la plateforme sur laquelle on circule. Donc, je me rappelle au tout début des blogs, quand on commençait, il y a un poète assez connu que je nommerai pas, quelqu'un d'un peu plus vieux que moi, qui avait écrit un billet de blog pour dénoncer ces adolescentes qui font de la poésie, vous savez, qui font rimer amour et toujours, et qui s'ouvraient à l'époque beaucoup de blogs pour partager leurs poèmes qui font rimer amour et toujours. Et il avait écrit un billet assez vitriolique où il disait « c'est pas de la poésie, c'est... » Puis je lui avais dit « tu sais, moi j'aime mieux que ces jeunes filles-là écrivent et expriment ce qu'elles ont à exprimer que de les imaginer dépossédées d'une parole qu'elles ont manifestée. Je veux dire, je les ai écrits, moi aussi, ces poèmes-là, à cet âge-là. Puis si j'avais pu les publier, je les aurais sans doute publiés. C'est pas grave. Ça devient grave si, parce qu'on trouve ça cute, on les invite dans une émission littéraire. Là, il y a un problème. Parce que là, l'instance qui sert, entre autres, à la reconnaissance, crée une espèce de zone de flou, là. Mais là, c'est tout le phénomène de Adèle, la chanteuse Adèle, qui tout à coup, elle, dans son salon, dans sa cuisine ou je ne sais où, chante. À un moment, va sur Internet et devient une vedette internationale. Mais si le talent est là, on va le reconnaître. Mais des fois, je trouve qu'on crée de la confusion entre des gens pleins de bonnes intentions, mais où il n'y a pas de démarche artistique, pour revenir à ça, qui peut être une démarche tout à fait correcte, qui a sa place sur Internet. Mais c'est là que nous, on a des questions à se poser, à savoir comment cette reconnaissance par les pairs se fait maintenant que les réseaux de diffusion sont éclatés, puis qu'on peut être un artiste autrement qu'en publiant un livre papier. Oui, est-ce que vous pensez... Oui, Dominique, le livre papier a toujours sa place. Oui. Comment? Le livre papier, on en revient à ça. Donc, est-ce que le livre papier demeure la référence pour juger de ce qui a la qualité littéraire ou Internet suffira ou suffit déjà à le montrer? Bien, je ne veux pas alimenter la guerre entre papier et numérique inutilement parce que moi, je trouve ça. Non, c'est moi qui le fais. Oui, c'est ça. Parce que moi, j'aime pas du tout ça, là.
je pense que si on parle juste en termes de livres, là, le livre papier va continuer à cohabiter très bien avec le livre numérique, parce que même moi, je consomme, si on peut dire consommer, là, je consomme les deux. Il y a des livres que je vais lire, un livre avec des images, là, un beau livre, je vais aimer ça l'avoir en papier. La plupart des livres, si je peux l'avoir en papier, je vais lire comme ça. Moi, j'ai les yeux qui fatiguent facilement. Et je trouve ça plus agréable de lire sur un vrai support physique. Mais je trouve le côté pratique du numérique absolument incroyable. Quand je vais à quelque part, je n'ai pas besoin de traîner toute ma bibliothèque. Si j'ai envie de lire tel livre, ben, je le lis avec moi. Ça rend le prêt facile, tout ça. Mais c'est sûr que le livre papier, ça représente une certaine forme de consécration au vu du public. Tu as publié ton livre, wow, finalement, il y a un éditeur qui t'a choisi. Là, tu dis que tu t'es auto-publié. Ah non, finalement. Mais alors que sur Internet, c'est comme si, vu que tout le monde pouvait faire ça, le monde disait, ah, c'est juste un blog, c'est juste Twitter. On dirait que les gens ont de la misère à considérer que c'est une vraie forme d'art qui mérite d'exister par elle-même. Vu que justement ça se passe en ligne, mais je pense que les supports en ligne comme Twitter, c'est très valable. C'est pas parce que ça se vend pas sur le marché à 14,95 que c'est pas moins de la littérature pour autant. Il faut essayer de s'ouvrir à ça et de sortir du marché si on veut. Il y a de la littérature qui ne s'achète pas nécessairement, de la performance littéraire. Comme M. Jean-Yves fait. Alors oui, je crois que... D'ailleurs, c'est ce que vous dites. C'est dans un de vos... je ne sais pas si c'est pas dans le manifeste, mais donc, toute littérature n'a pas de valeur. Attendez. Cette phrase que j'ai ici. La littérature n'a pas de but lucratif. Seul l'enrichissement personnel d'ordre neuronal est autorisé dans les banques de données de l'Institut de littérature comparée. On peut appliquer ce raisonnement à de toute façon, la tout. littérature, même en livre, elle n'a pas souvent de but lucratif. Hein, parce que non, sinon, la littérature n'est pas toujours très lucrative. On serait bien tous débités. Mais Dominique, c'est intéressant. Tu vois, en fin de semaine dernière, j'étais dans une espèce de congrès de rassemblement de photographes virtuels. Et on a une grande star aussi, une grande qui s'appelle Miss Pixels, et qui donc fait toutes ses photos et tout son traitement en chambre noire, c'est fait sur son téléphone. C'est extraordinaire. Et pour elle, ce travail-là, très léger au fond, hein, on n'a pas les bassins, etc., ça se termine quand, ultimement, il va y avoir une épreuve physique imprimée sur papier, exposée. Il y a comme quelque chose qui vient en quelque sorte bonifier la qualité du regard. Parce que de petites photos là-dessus, il faut vraiment y croire. Là. Et quand on voit ce déploiement dans l'espace et cette projection sur un papier concret, il y a une bonification de l'œuvre qui, ultimement, je pense, atteint son but. Et c'est généralement là, d'ailleurs, que la qualité apparaît, parce que sur le téléphone, on peut difficilement voir la qualité du détail, la profondeur, le grain et tout. Là. Mais en même temps, c'est là que la marchandisation commence. C'est là qu'on met un prix sur les œuvres et c'est là que, j'espère, les artistes vont pouvoir faire un peu de fric avec le talent qu'ils ont. Hein. C'est toujours ça, en bout de ligne. Oui. Gagner leur vie avec ça. Ouais. Quelqu'un dans la salle, parmi nos invités, aurait un commentaire, une question? Il y a un micro qui peut rapidement se rendre jusqu'à vous, si vous levez la main. Sinon, écoutez, c'est que nous avons été particulièrement clairs et je l'espère bien complet dans ce tour d'horizon. Et moi, donc, je vais terminer avec... je reviens avec ma question de départ. Est-ce que la littérature sort gagnante de toute cette aventure numérique, dans toutes ses formes, dans tous ces dédales et ces détails que nous avons évoqués pendant depuis 2 heures? Donc, la littérature en sort gagnante, j'estime, Dominique? Oui, je suis persuadé que la littérature en sort gagnante. Les auteurs aussi. C'est une très bonne façon de se faire connaître et de sortir de son obscur antre dans sa maison où on écrit. Ça permet justement, comme on a dit tantôt, de diffuser, distribuer en numérique, entre autres, d'atteindre des marchés que jamais on n'aurait pu espérer atteindre avec un format papier. Je ne suis pas capable de voir en quoi ça pourrait nuire vraiment, parce que même si c'est démocratisé et n'importe qui peut publier, ben ça n'enlève aucun mérite et ça n'enlève pas l'existence de la bonne littérature autant en ligne que sur papier. C'est une chose que j'ai l'impression que des gens ont peur, c'est que vu que tout le monde peut publier là-dessus, ben, tout va être mauvais, mais c'est pas vrai que les bonnes œuvres vont partir. Ils vont continuer à être là. Catherine?
Ouais, moi, je serais plus radicale. Je déconstruirais la question, une fois de plus. Je suis bien fatigante avec ça. Déconstruis toujours tout. Mais on compare beaucoup le numérique au livre de poche. Puis moi, je trouve que c'est une comparaison comme révolution de la littérature. Je trouve que c'est une comparaison qui a ses limites, parce que le livre de poche, c'est une invention pour le domaine du livre, qui était une invention commerciale d'abord pour le domaine du livre. Le numérique, c'est beaucoup plus que ça, là. C'est un phénomène social. Est-ce que la littérature est sortie gagnante de la crise économique? Est-ce qu'elle est sortie gagnante de l'entrée des femmes sur le marché du travail? Est-ce qu'elle est... Je veux dire, la littérature habite son monde. On peut pas imaginer aujourd'hui faire une littérature, être des littéraires qui ne tiendraient pas compte de cet univers dans lequel nous baignons. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des romans très classiques dans leur forme, mais je veux dire, on est tous là-dedans. Oui. Et si on refuse d'y être, on y est quand même parce qu'on fait un choix. Les gens qui refusent d'être sur les réseaux sociaux font un choix politique, en fait, face à cette pression-là qui est là d'y être, de ne rien manquer. Donc, je veux dire, elle va sortir, gagnante ou pas. Les gens qui nous suivront évalueront si les années qu'on vit en ce moment auront été particulièrement fécondes. Mais je ne pense pas que la littérature peut ne pas y être ou que le numérique ne peut pas habiter d'une façon ou d'une autre le monde littéraire. Je pense pas que ça se peut. Elle poursuit sa vie, quoi. Ben oui. Oui. Jean-Yves Fréchette, pour terminer. Moi, je suis un éternel optimiste. Moi, je pense que la littérature s'enrichit. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'écrivaient pas, qui se mettent à écrire, qu'ils écrivent bien ou mal. Moi, amour et toujours, il faut le dire. Et c'est parce qu'on ne le fait pas assez qu'on a tellement de problèmes dans nos vies. Optimiste et romantique. Alors, si on faisait davantage rimer amour et toujours en y croyant, ce serait magnifique. Mais ce que j'aime, moi, dans ça, c'est deux choses. C'est d'abord de faire croire que c'est simple écrire. Parce que si on n'y croit pas, on ne commencera jamais. Alors, il faut, en quelque part, dire, ben oui, c'est possible. C'est possible pour moi d'écrire et d'être lu parce qu'il y a quelqu'un, en quelque part, qui va recevoir cette parole-là. Et deuxièmement, il faut être... on est tous... Il n'y a personne ici qui est en train de se leurrer en disant on fait des économies dans tout ce système-là. On est en train d'enrichir des multinationales, on participe à un système économique extrêmement complexe et avoir les gens, par exemple, qui font la file pour s'acheter un petit iPhone en couleur, c'est pas pour mieux écrire. C'est pour répondre de façon inconsciente à cet appel subliminal créé par des compagnies dont le marketing est extrêmement fort. Alors, l'idée, c'est de trouver un dosage là-dedans. Quels seraient les outils qui permettraient, comment dire, de façon peu coûteuse, d'obtenir tous les bénéfices que ça peut générer. Je pense que les gens travaillent. La loi de Moore, encore une fois, va faire chuter les prix, etc. Puis à partir du moment où un téléphone coûtera le prix d'un Coca-Cola, on sera correct, là, on sera sauvé. J'espère juste que la bouteille d'eau ne coûtera pas 200 $. Voilà. Mais c'est ce qui va se produire. C'est ça. Merci infiniment. Avant de se quitter, quelques nouvelles brèves. D'abord, vous le savez probablement, le Musée de la Civilisation célèbre son 25e anniversaire. C'est quand même quelque chose, le musée qui est un des partenaires de cette série. Donc, je signale deux événements. Le 12 octobre, on célébrera à peu près la date pile en 1988 d'ouverture du musée. Il y a une folle journée au musée qui vous attend avec une soirée sous forme de cabaret. Et enfin, je ne vous dévoile pas les détails, mais je vous invite à les trouver. Vous les trouverez sûrement. 2 jours plus tard, ici même, début de la saison des poètes de l'Amérique française, sous le thème « Une amitié littéraire » avec Pierre Ouellette et Christine Palmieri. Le Centre de la francophonie des Amériques, le second partenaire producteur de cette soirée, vous invite, lui, à une activité qu'il tient. Évidemment, la feuille est ici, qui est un événement qui s'appelle la Piste Amérique, qui, pour nos amis du web ou pour ceux qui seront à Montréal le 1er octobre, donc, nous convie à son prochain rendez-vous. Donc, la Piste Amérique, c'est une série de ciné-entretiens sur l'Amérique francophone avec André Gladu, le cinéaste documentaire, animé par Michel Coulombe. Et donc, la prochaine, le mardi 1er octobre, sous le titre Marron,
la piste Créole en Amérique, une production de l'ONF qui sera présentée avec discussion. Le tout a lieu à l'auditorium de la Grande Bibliothèque à Montréal. Preuve, si besoin est, que le Centre de la francophonie des Amériques rayonne sur l'ensemble du territoire. Enfin, 3 choses. Nous sommes dans la saison des festivals littéraires au Québec. Le Festival international de littérature dure jusqu'au 29 septembre à Montréal. Le Festival international de poésie de Trois-Rivières a lieu du 4 au 13 octobre, un grand événement de poésie. Et enfin, Québec en toutes lettres, le Festival littéraire de Québec a lieu du 10 au 20 octobre. Je vous l'annonce moi-même, je ne suis pas humble que j'ai l'honneur de diriger ce festival depuis maintenant 2 semaines. Alors, je n'ai pas fait la programmation de cette année, mais je suis très heureux de la défendre. Vous avez d'ailleurs le dépliant qui est sur chacune de vos tables. J'espère que vous ne regrettez pas qu'on m'a invité. Pas du tout. Je me suis dit, quand j'ai vu que vous étiez dans la programmation du festival, je vous avais déjà invité à venir ici. J'ai dit, ils ont fait un bon choix. Je préciserai dans la programmation les 10 et 11 octobre, ici même, à la chapelle du Musée de l'Amérique francophone, à 20h30, Nancy Houston en lecture-spectacle, Réna et les monothéismes, une adaptation de son roman Infrarouge avec le pianiste Édouard Ferlet. Et pour finir, puisqu'il faut bien finir, à la chapelle ici et sur le web, la prochaine rencontre des Amériques littéraires, Écrire au féminin, rencontre avec quelques écrivaines remarquables, Madeleine Gagnon, poète et romancière, France Daigle, romancière acadienne, et Christine Eddy, romancière et nouvelliste de Québec. Merci chaleureusement à mes invités. Merci à vous tous d'avoir été ici. Merci aux gens sur le web qui nous ont suivis depuis 19h ce soir. Bonne fin de soirée. Merci.